This program is brought to you by Globals. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très bonne année, il faut le dire. C'est la toute première production, justement, comptant pour le regard sur le monde sur la chaîne panafricaine. Pan-African Media. Et puis, nous allons ouvrir donc cette année avec pas de bonnes nouvelles, des nouvelles de tension parce que, et oui, malheureusement, le pétrodollar qui donc peine à lever la tête face bien sûr à ses concurrents, en l'occurrence le Venezuela. Nous allons donc en parler dans le cadre effectivement de cette édition spéciale, on va le dire ainsi, spéciale Venezuela. Et puis, nous allons en profiter pour comprendre effectivement la genèse. Mais pourquoi cette grosse escalade du côté du Venezuela, contrairement aux intox qui entourloupent les consciences corruptibles? Il est donc impératif de marteler que ce n'est ni la drogue, encore moins, ni le terrorisme, encore moins la démocratie, qui sont à l'origine de cet acte de brigand, il faut le signifier, qui vient de tordre ainsi le droit de guerre. Il s'agit tout simplement du système du pétrodollar qui a donc permis aux États-Unis de rester la puissance économique dominante pendant 50 années déjà. Comment donc comprendre cette bataille pour la survie du dollar américain? L'une des questions qui va donc engager d'autres questions tout au long justement de cette édition du regard sur le monde avec nos différents panélistes. Et je vais commencer par Madame Christelle Néant, déjà en poste depuis quelques minutes quand même. Merci déjà pour la petite patience, Madame Christelle Néant. Très bonne année à vous, 2026. Bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonne année à vous aussi, merci de m'avoir invité. Bon, vous ne serez pas seul du côté de Zoom. Il y a également Gamal Abina, le camarade, collègue, confrère, qui est avec nous, internationaliste. Bonsoir Gamal et très bonne année. Bonsoir camarades, comme on dit, très bonne année à vous, à toutes et à tous. Et j'espère que cette année sera meilleure que l'année dernière, qui a été très difficile pour tout le monde. D'accord, je ne sais pas si Monsieur Tapé Groubera nous a déjà rejoint. Oui, il est là. Tapé Groubera, très bonne année à vous, très cher aîné, comme je vous appelle communément. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chère sœur Linda. Merci pour l'invitation. Je salue donc la direction de Pan-African Media ainsi que les techniciens qui font de la magie pour que nous puissions échanger et permettre à ce que nous puissions analyser les situations. Je salue la camarade Christelle Néant, le frère Kamal Abina. Merci pour l'invitation et je salue les très nombreux téléspectateurs de cette grande chaîne média qui suivent et qui sont prêts à faire reculer l'impérialisme dans sa globalité. Merci beaucoup pour l'invitation. Et sur ce plateau, il est là, le docteur Essoussé, en notre compagnie, toujours prêt au combat, combattre justement, dénoncer et surtout, on va le dire, galvaniser les nouveaux combattants, ne pas avoir peur. Bonsoir, docteur Essoussé. Et bienvenue. Bonsoir Linda, merci pour l'honneur que tu me fais d'être sur ce plateau pour la première depuis naturellement le début de cette année. Je voudrais témoigner de toute la sympathie et le respect que j'ai pour Tapé Groubera avec qui nous partageons constamment des plateaux et lui adresser tous mes meilleurs vœux de santé physique, spirituelle et naturellement matérielle et témoigner cette sympathie à Madame Christelle Néant avec qui certainement c'est la première et aussi Monsieur Gamal de l'autre côté sur Zoom. Je voudrais ici souhaiter une heureuse année à tous nos téléauditeurs qui nous écoutent à travers le monde entier et n'est-ce pas les souhaiter tout le meilleur pour 2026 parce que les choses ont commencé très fortement en 2026. Ça ira très vite en 2026 et nous croyons une chose, encore que ce que nous faisons ici
On peut dénoncer là, on peut analyser de l'autre côté, on peut encourager, mais tout ceci va, n'est-ce pas, à l'endroit de l'Afrique, parce qu'il faut dire, la cible au finish sera l'Afrique. Et il est temps pour nous, les Africains, de nous unir, n'est-ce pas, car 2026 ne sera pas facile. Ça ne sera pas de tout repos et donc pour lancer les hostilités, nous allons planter le décor avec ce que nous qualifions à la rédaction centrale de Pan-African Media comme l'un des éléments déclencheurs justement de la folie, mettez l'expression entre guillemets, de monsieur Donald Trump. C'est un extrait, un morceau choisi du président Nicolas Maduro aux confrères de RT. Doivent abandonner l'idée de supériorité sur qui que ce soit. Nous ne pouvons pas laisser la suprématie raciale, de classe, oligarchique ou politique s'installer. Non, autrement, cela reviendrait à un nouveau colonialisme. Je demande toujours à la population et aux militaires, levez la main, ceux qui veulent redevenir une colonie. Personne. Levez la main, ceux qui veulent être esclaves. Veux-tu être esclave? Veux-tu être esclave? Veux-tu être esclave? Parce que leur projet est de nous asservir. Le meilleur exemple qu'ils veulent imposer au monde, c'est Gaza. C'est la Palestine. Il s'agit d'exterminer tout un peuple, une culture, et de dire au monde qu'ils veulent exterminer qui ils veulent. Ce n'est pas le monde que le peuple américain veut. Personne ne le veut. Est-ce qu'il accepte un changement de régime pour imposer un néocolonialisme mondial? Voilà, c'est donc un morceau choisi d'une interview que le président Nicolas libre encore à ce moment-là de ses faits et gestes et justement de ses paroles. Ah, donc, nous l'avons écouté, hein, il n'a pas fait de cadeau. Alors, je vais poser la question à Gamal. Est-ce que effectivement, le fait d'avoir dit des choses telles qu'elles doivent être entendues a peut-être choqué monsieur Donald Trump? Comment justifier cet acte de banditisme, j'ai même envie de dire de kidnapping, à l'endroit, bien sûr, de monsieur Nicolas Maduro? Est très bien choisi, c'est un terme anglais qui correspond parfaitement au banditisme qui a été pratiqué par Trump et son équipe de criminels. J'ai envie de dire simplement, c'est que non, ça l'a pas choqué du tout, hein, ça ne le choque pas. Trump se fiche complètement du monde entier. Il n'est pas dans une démarche à être choqué par quoi que ce soit. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'impérialisme économique américain. Donc, quel que soit ce qu'on dira, quelles que soient les motivations qu'il va invoquer, d'ailleurs, on va en parler certainement, mais les inculpations pour lesquelles, soi-disant, ce serait un État narcotrafiquant sont tellement ridicules et risibles que seul un imbécile pouvait croire à une telle propagande. D'ailleurs, beaucoup de journaux français, malheureusement, l'ont repris, cette propagande. Mais en vérité, un pays qui est rentier, qui vit sur le gaz et le pétrole, qui a une somme faramineuse d'argent qui rentre tous les ans, n'a pas besoin de pratiquer le trafic de drogue. C'est les pays pauvres qui font ça. Donc, comme l'Afghanistan, par exemple, le Maroc, enfin, il y a des pays qui ont cette pratique-là, qui n'est pas le cas, évidemment, en Venezuela. Ce qui se passe, c'est que Trump n'est pas choqué par les propos. Il se fiche complètement de cela. Ce qui l'intéresse, il l'a dit d'ailleurs. Il fait même pas semblant, Trump, hein, il est clair. Le pétrole vénézuélien, c'est le nôtre. On le veut. On veut le récupérer. Donc, les visées sont beaucoup plus évidentes que quand c'était Bush qui l'avait fait en 2003 en Irak. Mais en même temps, il rappelle une chose, et c'est très grave. C'est que Maduro parle de colonialisme, parle de Palestine. Il fait bien en parler parce que Trump a participé largement au génocide en Palestine. Et Maduro explique que nous ne voulons pas redevenir des colonisés. Parce qu'il faut pas pause, c'est que effectivement le Venezuela et beaucoup de pays sud-américains, hein, qu'on appelle latino-américains, sont des anciennes colonies espagnoles ou portugaises, pour le Brésil par exemple. Et donc, évidemment, ils se sont affranchis avec la révolution bolivarienne de Simón Bolívar de la tutelle espagnole. Ils sont devenus indépendants, mais après il y a eu un néocolonialisme économique avec la doctrine Monroe qui a mis sous tutelle toute l'Amérique du Sud avec des dictatures affreuses, des dictatures d'extrême droite, qui ont effectivement fait beaucoup de mal au peuple, et Maduro fait référence à cela. Donc là, aujourd'hui, il est inculpé non pas pour une question de trafic de drogue, c'est fini, ça. Le juge de New York a écarté l'idée qu'il était à la tête d'une organisation de narcotrafiquants, et il commence à dire qu'il a profité de cette organisation indirectement. Donc on est dans des accusations fantaisistes, il y a quand même un système démocratique, malgré tout, assez faible, mais tout de même qui existe, de séparation des pouvoirs, et moi il y a fort à parier que les accusations qu'on a lancées contre Maduro vont tomber à l'eau, contrairement à l'époque, en 90, à un homme qu'on a tous connu,
Noriega, qui lui était réellement un agent de la CIA, qui était réellement un trafiquant, qui était réellement un dictateur. Là, on est sur autre chose. Le paradigme a changé. Effectivement, Trump a joué son bateau. Il se fiche du droit international, il se fiche du droit américain. Il n'a même pas, pour une opération militaire, consulté son Parlement en lui expliquant que c'est une petite opération. Eh bien, Trump, en vérité, aujourd'hui, est en train littéralement de se ridiculiser parce qu'il pensait faire un coup de force. La vice-présidente est devenue présidente et a gardé la ligne de Maduro, la ligne, évidemment, de son prédécesseur, Chavez, et surtout la ligne bolivarienne. Merci pour cette première prise de parole. Je vais y aller avec Christelle Néant pour revenir toujours sur, j'ai envie de dire, cette barbarie de Monsieur Donald Trump qui s'est quand même permis de décider comme ça de la gestion en cas de latence ou encore de l'absence de Monsieur Maduro, la gestion des ressources vénézuéliennes. Il a même parlé de donner jusqu'à que le Venezuela devrait en fait remettre la somme de 50 millions de barils de pétrole aux États-Unis. Alors la question paraît un peu taquine. Pour qui se prend-il ce monsieur Donald Trump pour décider ainsi sur toute une nation? Il se prend pour Dieu, il se prend pour le gendarme du monde, c'est-à-dire qu'il n'a toujours pas compris que cette époque-là est terminée. Donc il revendique le pétrole vénézuélien comme étant du pétrole américain. Ah bon, tiens, c'est depuis quand? Je veux dire, c'est du grand délire. Il exige donc qu'il lui remette 50 millions de barils. Là, ils ont arrêté en mer donc 2 pétroliers qui étaient partis du Venezuela, qui s'étaient réenregistrés en Russie. Donc là, ils les ont abordés en mer dans l'Atlantique et ils les ont pris sous contrôle. Ça aussi, c'est de la piraterie. Donc, Trump se prend pour Dieu, tout simplement, Dieu tout-puissant. Voilà, je décrète que tel ou tel président est légitime ou pas. Je décrète que les ressources d'un autre pays, en fait, c'est à nous. C'est du grand délire. C'est vraiment du grand délire, mais ça montre le vrai visage des États-Unis. Comme le disait Gamal, là au moins c'est pas comme en Irak, où on nous a prétendu qu'il y avait des armes de destruction massive. Là, très vite, le masque est tombé. Le pétrole doit être exploité par des sociétés américaines parce que c'est du pétrole soi-disant américain. Bon, c'est du grand n'importe quoi. Je pense que le masque de Trump, le pacificateur, tenait déjà pas beaucoup, mais alors là, après ce qu'ils viennent de faire, je pense que, à part les plus fanatiques, des plus fanatiques des pro-Trump, il y a plus grand monde, je pense, qui se fait d'illusions sur la politique du président américain actuel. Et je pense, comme Gamal, que en fait, il s'est tiré une balle dans le pied et que ça va lui coûter très très cher cette histoire. Tapé Goubera, vous êtes très actif depuis justement l'escalade de monsieur Donald Trump. Vous n'avez de cesse, on va le rappeler, déjà vous êtes le président du MORAF et donc vous ne cessez justement de conscientiser avec vos magnifiques tests, vos magnifiques analyses portant justement sur peut-être une ébauche de solutions sur le comportement factice, comportement un peu foufou de monsieur Donald Trump. Alors c'est vrai que c'est officiel. Là, il a carrément bazardé le droit international, le droit de guerre. Comment comprendre le silence de ce qu'ils appellent communauté internationale face à ce genre de barbarie? Merci, Linda. Je salue au passage le docteur Saucier qui est sur le plateau. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis très actif. Effectivement, j'ai fait une certaine nombre d'analyses sur cette situation. Et au vu de mes lectures, je peux me tromper, mais ça va être de bonne foi. Permettez que je dise quelque chose parce que souvent, il y a une situation, quand elle est présentée, si on n'en prend pas de manière globale, on a l'impression qu'on peut se tromper. Je ne cherche pas à exempter M. Trump, mais n'oubliez pas que, d'abord, c'est pas la première fois que les dirigeants des États-Unis font des kidnappings. C'est pas la première fois. Les pays de l'Amérique latine en ont souffert. On a le cas de Noriega, qui était un cas très connu. Donc, ce n'est pas nouveau. Et leur manière d'agir s'inscrit d'abord dans la doctrine, comme dont a parlé tout à l'heure mon frère Gamal. C'est inscrit dans une logique bien donnée de faire, et c'est ce qu'ils ont dit, en fait, c'est de faire de tous les pays de l'Amérique, notamment de l'Amérique latine, en dehors du Canada qui se rapproche d'eux,
mais le reste doit être des colonies. Ça, c'est un principe qui est donné. Et il y a un fait que souvent on occulte. Je peux dire, les 3 présidents qui ont succédé ont été dans une logique de combattre le Venezuela. Déjà, Hugo Chavez, dès qu'il arrive au pouvoir, je pense que son arrivée au pouvoir est dans une fourchette entre celle de, comment on appelle, de George Bush et de Barack Obama. Mais surtout, Barack Obama était très actif. Parce que je rappelle que Hugo Chavez est décédé le 5 mars 2013 d'un cancer qu'on n'a jamais pu diagnostiquer d'où ça venait. Aujourd'hui, peut-être avec, on peut émettre une hypothèse selon laquelle est-ce que la CIA ne serait pas, on pourrait pas y penser à cela. Ça, c'est la première question. Donc, ce qui veut dire qu'en 2013, lorsque Hugo Chavez décède, c'est bien évidemment Maduro, le président Maduro, qui va le succéder. Mais or, Hugo Chavez est dans une lancée qui est celle de mettre en avant la politique bolivarienne, qui est une politique souverainiste. Et donc, ce qui veut dire que dès que Maduro arrive, il est de facto dans le viseur notamment de Barack Obama. Après Barack Obama va venir Trump. Trump va être dans cette logique, mais c'est que dès que Trump arrive, il constate le retard réel des États-Unis, par exemple, vis-à-vis de la Chine, qui est une réalité. Donc, il ne peut pas attaquer 3 lièvres à la fois. Donc, on se concentre, mais sans oublier ce que Barack Obama a commencé en ce qui concerne cette histoire du Venezuela. Et après, il y a cet intermède, avec Joe Biden, qui, on ne l'oublie pas, est celui qui a lancé le mandat d'arrêt contre, comment il s'appelle, contre le président Hugo Chavez, qui va être exécuté. Bon. Donc, c'est par M. Trump. Pour dire qu'en réalité, c'est une conspiration américaine. Sauf que lui, bon, il est brutal. C'est là, on a l'impression. Sinon, c'est une réalité des États-Unis, de tous les présidents des États-Unis, de faire, parce que ils ont la plus grande réserve. 3,3 milliards, je crois, de barils. Je pense que comme Gamel, lui, connaît bien les chiffres, il va rectifier. Et aujourd'hui, selon les analyses, si c'est avéré, il paraîtrait, puisque les États-Unis produisent 5% du pétrole dans le monde et ils en consomment 24%. Donc, selon les analyses, je compte sur mes prédécesseurs pour corriger les chiffres, que peut-être au grand maximum, dans une dizaine d'années, si rien n'est fait, les États-Unis, ça n'irait plus. Parce que ce sont les grands consommateurs avec ce qu'ils font. Vous savez qu'il y a un accord qui a été signé depuis 1974 avec l'Arabie Saoudite, qui, depuis le 9 juin 2024, n'a pas encore jusque-là été totalement reconduit. Je ne sais pas si ça a été reconduit ou pas. Vous voyez, donc, il y a une situation qui est là, sans compter le fait que, déjà, je vais dire de manière frontale, puisque les autres sont loin. La Russie est loin, c'est d'ailleurs pour ça que les événements de 1962 ont énervé celui qui est considéré comme l'un des plus grands présidents, gentils, malheureusement assassiné, etc., qui voulait faire la guerre. Avec ce qui s'est passé en 1962. Donc, ce qu'il y a, c'est que, véritablement, on remarque que ce sont la plupart des dirigeants, pour ne pas dire peut-être eux tous, des États-Unis sont des gens qui sont belliqueux, naturellement. Ça, je pense que la fonction, moi si je suis pacifique, même, la camarade Clisset ou bien Kamal ou le docteur Toussé, si l'un d'entre nous devient président des États-Unis, tel que le contexte est fait, il est fort probable que nous devenions aussi des agressifs. Parce que le contexte qui est là, donne cette possibilité-là. Je ne pense pas que ce soit l'individu, c'est vrai, lui-même, il a son caractère, etc. Mais pour moi, il faut plutôt parler du système qui est institué, et c'est ce système-là qui pose problème. Et quand j'ai vu Emmanuel Todd dire que c'est quand même pas n'importe qui, Emmanuel Todd, il dit qu'il est maintenant convaincu que la chute des États-Unis va amener la paix. J'étais convaincu de ce que j'étais en train de dire. Il n'a pas dit la chute de Trump, mais il parle de la chute des États-Unis. Vous voyez que c'est pour dire que c'est pas n'importe qui écrit quand même, qui a fait des analyses, qui écrit des livres, c'est un professeur d'université qui est quand même d'une certaine renommée. S'il remarque effectivement que les États-Unis, qui constituent un système qui est dominant, qui est, je dis comme un genre de vampire sur la paix et la sécurité dans le monde, et lui, il a dit, sans état d'âme, que c'est véritablement ce système-là
qui doit disparaître parce qu'il est foncièrement belliqueux. Et il n'y a pas d'état d'âme. Vous avez un système, je finis par là, la CIA. La CIA est un État dans un État. D'autres vont compléter. La CIA est un État dans un État. Donc, il peut agir. Si ça marche, l'État prend ça à son compte, mais si ça marche pas, l'État se désengage. Mais ils ont une forme d'autofinancement et ils sont dangereux. Vous avez la CIA partout. La CIA en Europe et autres, tout ça. Sans oublier que beaucoup de présidents européens, ça dit souvent, on fait référence aux pays africains où on dit dans nos dirigeants qui sont mis là, mais beaucoup de dirigeants européens sont placés depuis ce qu'on appelle le cercle de Bilderberg. On a Barack Obama, on a Trump, comme on appelle Macron à côté de nous, on a eu Charles Michel ici en Belgique. Ouais, ceux-là, ils ne peuvent, c'est ça, quand vous parlez de la communauté internationale, ils peuvent rien dire. On dit la main qui donne, c'est elle qui ordonne. Quand vous avez des dirigeants qui sont placés par d'autres, comment vous voulez qu'ils réagissent? Ici, c'est le cercle de Bilderberg qui coordonne tout et qui va dire aux gens, faites ce que nous on vous demande. Et donc, il y a une convergence. Il n'y aura pas de réaction de la communauté internationale, sauf le blablabla que nous avons entendu de monsieur Macron, qui dit oui, bon, c'est fait maintenant, il faut que la population puisse avoir une forme d'histoire. Il a raconté des histoires qui, moi, j'ai pas voulu lire parce que je me dis, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une question de principe. On peut pas entrer dans un pays, attaquer même le pays le plus faible possible. Mais vous voyez bien que on ne peut que tenir ce blablabla pour ne pas qu'il y ait avancé. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est de savoir qu'il n'existe pas de droit international. C'est le droit, c'est ce que j'ai écrit, c'est le droit des vainqueurs de guerre. C'est tout. Merci beaucoup, Monsieur Tapé Goubera. Avec vous, docteur Essoussé, autant pour moi, il est important de rappeler quand même à nos téléspectateurs d'où part justement le Venezuela. Hier, c'était quoi? Le Venezuela, autant pour moi, vendait lui-même déjà son pétrole en yuan chinois et je crois que c'était tout, hein. Il n'y avait pas le dollar. Il n'y avait pas de dollar. Par la suite, il a ouvert un peu le porte-monnaie avec les euros et toujours sans le dollar. Ça, il faut bien le préciser. Et puis encore, avec le concept de dédollarisation, nous nous rappelons que le Venezuela faisait justement partie de la shortlist qui avait fait la demande d'adhérer justement au bloc BRICS pour une souveraineté monétaire. Et en même temps, il y a aussi cette histoire de SWIFT qui était contournée par le Venezuela, qui ne tombait pas dans le piège des SWIFT. Les SWIFT, justement, qui donnent beaucoup d'argent, qui donnaient jusque-là beaucoup d'argent aux États-Unis d'Amérique. Alors, doit-on comprendre ou conclure que monsieur Donald Trump est un défaitiste, est un incompétent, qui ne trouve son bonheur que par la barbarie ou encore la dictature, une dictature mal placée, ou encore par un hold-up, effectivement, par du vol. C'est l'expression peut-être à utiliser. D'accord, Lina, nous essayerons le plus possible d'être un peu plus pédagogique, n'est-ce pas? Parce que, vous savez, notre Audima, il est varié. Il est varié. Il y a ceux de la basse classe, n'est-ce pas, qui nous écoutent, qui nous soutiennent. Il y a ceux de la haute classe. Et très souvent, lorsque nous employons des thèmes très savants, ils se demandent de quoi veulent-ils parler, n'est-ce pas? Il faut d'abord dire qu'est-ce que le pétrodollar, le thème le dit, n'est-ce pas? Il faut dire que, je crois, les accords de 1976 ou 73, un truc comme ça, les États-Unis avaient décidé, n'est-ce pas, en collaboration avec l'Arabie Saoudite, de vendre le pétrole sous le label d'une monnaie qu'on appelle le dollar. Donc, le dollar est la seule monnaie sur le marché international qui passe. C'est pour cela que on a nommé le pétrodollar. Mais il savait que le dollar avait permis aux États-Unis de garder une position haute, une position, n'est-ce pas, impérialiste. Il faut le dire déjà que tous ces États puissants sont des États impérialistes. Et une fois que les intérêts sont menacés, alors ils n'ont de remords pour personne et de rien d'autre que d'employer la méchanceté. Il faut dire que, je l'ai souvent dit sur ce plateau, que la politique de ces États impérialistes, ces États coloniaux, n'est-ce pas,
vis-à-vis des États faibles ne changera jamais, peu importe le bon Dieu qui sera au pouvoir. Donc, les États-Unis, je suis d'accord avec Monsieur Goubera lorsqu'il dit que peu importe la personne qui était au pouvoir, encore que les États-Unis nous ont habitués à des comportements barbares, j'allais dire des comportements sauvages. Parce que ce qui s'est passé a reculé le monde de 100 ans en arrière. Le droit international a été bafoué, le droit de guerre a été bafoué, le respect des accords. Je me suis même demandé, est-ce que ceux qui avaient intelligemment trouvé que la SDN avait failli et qu'il fallait mettre les Nations Unies pour compenser les erreurs de la SDN avaient bien réfléchi? Parce que à quoi nous servent les Nations Unies après un acte aussi méchant, aussi rétrograde comme celui-là? On est en train de légitimer dans le monde la loi de un pour un, dame pour dame. On est en train de nous dire dans ce monde que si je suis fort, je peux disposer du faible comme je veux, quand je veux et où je veux. Pourtant, la loi a pour vocation première de protéger tout le monde, de protéger même plus les faibles que les forts. Alors, à quoi nous sert donc tout cet armada, tout cet arsenal juridique de conventions, d'accords et tout ce qu'on nous dit, qui, n'est-ce pas, reconnaît la souveraineté des États, qui reconnaît les indépendances des États, qui donne à des États la possibilité, n'est-ce pas, d'entretenir des relations, des coopérations avec les États comme ils veulent et sur la base, n'est-ce pas, fondamentalement des questions ou alors des choses justes. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Il faut dire une chose. Partant de cela, il se passe un sérieux problème. Vous savez, le système suisse était un système qui permet, n'est-ce pas, de commercialiser dans le monde, mais d'avoir le contrôle et, n'est-ce pas, de préserver la posture des États-Unis. Il faut dire que lorsque Trump arrive au pouvoir, c'est dans ce plateau, nous étions parmi ceux qui disaient que Monsieur Trump fait cette bien en s'attaquant, n'est-ce pas, au deep state, en prônant pour le monde multipolaire. Mais Monsieur Trump était l'homme le plus dangereux. Rappelez-vous sur ce plateau, je disais. Il reste toujours l'homme le plus dangereux. Il reste l'homme le plus dangereux. Je le disais sur ce plateau que Monsieur Trump, c'est quelqu'un qui casse tous les codes de la diplomatie. Tout ce qu'on appelle tradition diplomatique, il ne connaît pas ça. Il communique comme un barbare. Ici, chez nous, au Cameroun, on dit il communique comme un Kacheza. C'est-à-dire que Monsieur Trump ne connaît pas les civilités et tout ce qui va avec. Monsieur Trump est quelqu'un, on se demande même s'il est souvent conseillé. Alors, ses prédécesseurs ont fait. Il faut dire que les États-Unis sont habitués au fait. Ils ont fait, mais ils n'ont pas agi, n'est-ce pas, avec une telle barbarie comme Monsieur Trump l'a fait. Le Venezuela a décidé, parce qu'on parle de la première réserve de pétrole dans le monde. Je pense qu'on parle de 303 milliards de barils de pétrole dans le monde. 303 milliards de barils de pétrole dans le monde. Le Venezuela avait décidé, et vous l'avez posé tout à l'heure, nous avons regardé et écouté, n'est-ce pas, l'interview avec nos amis de RT que donnait Monsieur Maduro. Il était en train de décrier ce système impérialiste. Et Monsieur Maduro vendait son pétrole à qui voulait et au prix qu'il voulait. Au prix qu'il voulait, dans une monnaie qui semblait être légale entre lui et l'État à qui il vendait. Et vous savez que depuis un certain moment, on assiste à la chute du dollar. Depuis un certain moment, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan commercial, sur le plan économique, s'est levée une autre organisation qui semble, pas qui semble, c'est une réalité aujourd'hui, bousculer toutes les organisations de Bretton Woods qui permettaient aux États-Unis, n'est-ce pas, d'avoir une posture prépondérante sur les autres. À l'instar des BRICS. Monsieur Maduro frappait à la porte des BRICS et il était déjà le bienvenu à cette porte-là. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire en ce moment quand sur le plan économique, les États-Unis sont à terre, la Chine est en train de monter, sur le plan militaire, les États-Unis sont en train de faiblir, ils ont déjà un gros concurrent à l'instar de la Russie. Alors, il fallait passer en force. Et pour preuve, regardez le discours méprisant
le discours impérialiste de M. Trump. C'est-à-dire, il s'adresse après avoir commis un acte comme celui-là, il n'y a pas de regret. Il promet même à tous ceux, n'est-ce pas, qui seront sur le même orbite que M. Maduro de subir le même sort. M. Trump, qui hier voudrait être l'apôtre de la paix, qui hier, M. Trump, il y a seulement quelques jours, rassemblait la RDC et le Rwanda, n'est-ce pas, pour, et faisant, n'est-ce pas, en grande pompe, une grande scène de communication, comme quoi c'est lui l'apôtre de la paix, il est venu, il faut la paix, M. Trump, qui visait le prix Nobel de la paix, M. Trump, qui est dans les questions ukrainiennes, s'érigeait en apôtre de la réconciliation, aujourd'hui est descendu plus bas que ce qu'il a prêché. Pourquoi? Parce que, il faut dire une chose, les réserves américaines étaient menacées. Et il fallait redonner aux États-Unis les lettres de noblesse. Et quand cette politique est mise en branle, je vous rassure, quel que soit celui qui est au pouvoir aux États-Unis, l'Amérique ne blague pas avec son blason. Il fallait donc passer avec par cette méchanceté la plus démoniaque, la plus satanique de la terre, où on assiste à l'enlèvement, à un putsch. Moi, j'appelle même ça, c'est ça le vrai putsch. À un putsch, un chef d'État en fonction, dans un État souverain, dans un État indépendant. On l'enlève comme un malpropre, on le présente à travers le monde entier. Quelle humiliation! Dessus quoi il sera jugé pour des affaires de ils ont des termes bêtes. On parle de narcotrafiquants. Est-ce qu'on peut juger M. Maduro, alors même si, dans le narcotrafic, les États-Unis, un pays qui reconnaît, n'est-ce pas, la vente et la consommation de la drogue dans les tests, c'est-à-dire que c'est normatif aux États-Unis, on consomme, on vend la drogue, on ne parle pas du narcotrafic là-bas, on va arrêter quelqu'un qui, lui, dans ses tests, ne reconnaît pas ça. Et on dit, c'est un narco-terroriste. Donc, je ne sais pas, il a terrorisé qui avec ça. Je ne sais pas le coup d'État. Je ne sais pas en quoi la paix des États-Unis est menacée. Pourtant, les États-Unis, dans leur arsenal juridique, dans leur loi fondamentale, reconnaissent la consommation journalière de la drogue et la vente de la drogue. Parce que quand on reconnaît déjà la consommation, ça veut dire qu'on reconnaît la commercialisation. Je ne sais pas dans quel monde on se trouve. De qui se moque-t-on? À qui adresse-t-on, n'est-ce pas, ces galops d'essai, n'est-ce pas? Les messages là sont adressés à qui? Nous sommes vraiment, moi je suis, quand on parle de cette histoire, je me demande ce à quoi on assiste dans ce monde. Est-ce que c'est ce monde qu'on nous a promis être un monde de félicité, un monde où les Nations Unies sont venues pour réguler, un monde où vraiment on pense à tel, on compense ici? On assiste à un monde aussi sauvage, au point où être chef d'État est devenu un problème dans ce monde. Avoir les richesses que Dieu a données, les richesses naturelles, sont devenues un problème. Parce que vous avez les richesses, vous devenez les sujets à des convoitises et, n'est-ce pas, à la colonisation. Vous êtes sujet, n'est-ce pas, à tout type d'attaques, c'est-à-dire les attaques conventionnelles, des attaques hybrides, des attaques non conventionnelles. On se demande, est-ce que c'est un péché d'avoir un sous-sol riche? Qu'est-ce que nous, les États, avec les sous-sols riches, avions fait à Dieu? Est-ce que c'est nous qui avons dit à Dieu de ne pas rendre les sous-sols riches? N'est-ce pas? Ils ont dit qu'ils sont forts. Ils ont dit qu'ils sont puissants. Ils restent puissants. Mais assister à ce qu'on a vu là, on est dépassé. C'est effroyable ce qu'on a vu. Une barbarie assez lâche. Alors avec vous, Christelle Néant, je vais reprendre ici les propos de Monsieur Donald Trump lorsqu'il dit que je suis ravi d'annoncer que les autorités par intérim justement du Venezuela, en faisant référence à Madame Delcy Rodriguez, faisait savoir que désormais donc ces autorités doivent remettre, c'est une injonction, entre 30 et 50 millions de barils de pétrole sous sanction et de haute qualité. C'est une affirmation de Monsieur Donald Trump. C'est-à-dire, nous avons comme l'impression que
le Venezuela, c'est un peu, je prends un exemple là, comme La vache à lait. oui, la vache à lait, a déjà comme l'impression qu'il veut se comparer un tant soit peu à la grande Russie, qui aujourd'hui mène un combat acharné contre l'Ukraine. Au moins, ça se mérite. Il y a également, je crois, les régions du Poule qui sont rentrées sur le droit chemin. Donald Trump veut procéder justement par une barbarie. Alors, est-ce une insulte ou alors c'est un trop plein de bêtises? C'est les deux. C'est en fait, c'est le système du tribut que versaient les tribus gauloises ou germaniques à l'Empire romain avant d'être annexées. Vous voyez, c'est à peu près le même système. C'est-à-dire, si tu veux qu'on te laisse tranquille, tu payes. C'est le même principe que la mafia en fait. C'est-à-dire, c'est exactement le même. C'est vraiment une affirmation totalement mafieuse. C'est-à-dire, voilà, si vous voulez pas que on envahisse pleinement votre pays pour diriger nous-mêmes tout ça, eh bien, vous nous versez une sorte de taxe, une sorte de tribut, et puis, si on est content, on vous laissera plus ou moins tranquille. C'est absolument ignoble. On est vraiment revenu à des pratiques mafieuses qui avait cours à l'époque de l'Empire romain ou à l'époque de l'Empire mongol, de tous les grands empires. Il semble que Donald Trump a quand même oublié les leçons de l'histoire et la plus grande de ces leçons, c'est que tous les empires finissent un jour par s'effondrer. Et en fait, ce qui s'est passé en attaquant le Venezuela et de manière aussi pompeuse, exiger que les nouvelles autorités lui donnent 30 à 50 millions de barils de pétrole de bonne qualité, en fait, Donald Trump a révélé en fait le fait que les États-Unis sont en plein effondrement et que ils en sont venus tout simplement à se comporter comme des vautours qui se jettent sur leurs voisins pour récupérer les ressources dont ils ont besoin pour que leur système continue à fonctionner, que leur empire continue à tenir encore quelques mois. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, là, en fait, il a révélé toute la faiblesse des États-Unis en un acte stupide, où en plus, ils font preuve d'une arrogance incroyable, à exiger ceci, à exiger cela, à prétendre que, en gros, ils ont maintenant le contrôle du pays. Et je veux dire, la vice-présidente est une chaviste. C'est même pas la fameuse Madame Machado là qui avait obtenu le prix Nobel de la paix qui est mise à la tête du pays, parce que même Trump a dû admettre que elle manque un peu de soutien populaire, ce qui montre bien que ces allégations comme quoi elle avait obtenu 70% des votes, c'était quand même une grosse enfumade. Donc en réalité, il contrôle rien du tout. T'as enlevé le président et sa femme. T'as montré au monde entier que en fait vous étiez des barbares sanguinaires qui s'encombrent d'aucune manière, d'aucun droit international, d'aucune règle absolument. Enfin, c'est vraiment sauf celle du plus fort. Et là maintenant, t'exiges qu'il te verse un tribut. Je veux dire, c'est exactement ça. On est revenu à l'époque des grands empires de l'Antiquité ou du Moyen Âge qui se faisaient payer par les vassaux pour que ces derniers se fassent pas envahir. On est vraiment revenu à ce niveau-là. Néant avec vous, Gamal. Je vais continuer avec une déclaration pédante, je vais le dire. Il dit: ce pétrole sera donc vendu au prix du marché et l'argent sera contrôlé par moi. Dixit Monsieur Donald Trump, président des États-Unis, pour garantir qu'il soit utilisé au profit, c'est ce qu'il dit, des peuples du Venezuela et surtout des États-Unis. Alors là, je ne sais pas s'il faut encore parler de barbarie ou encore d'idiotie, même à la limite, Monsieur Gamal. Est-ce que sur la carte, je peux me tromper, lorsqu'on regarde un peu la carte du monde, est-ce que le Venezuela est une partie oubliée des 54 autres? Peut-être c'était le 50e État des États-Unis d'Amérique, pour qu'il s'en acharne tellement, ou alors pour qu'il en fasse sa chose personnelle. Je veux bien savoir, est-ce que les États-Unis ont été à un moment donné comme la Biélorussie qui a connu une division de blocs? Si ça avait été le cas, on aurait au moins parlé de 55 États, 56, et puis avec ceux qui se sont délocalisés. Mais on parle toujours de 54 États aux États-Unis.
Oui, bon, les États-Unis pensent avec la doctrine Monroe qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans l'arrière-cour, qui est l'Amérique du Sud. Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'effectivement, lui, au moins, il ne se cache pas de sa bêtise. Il va direct, frontal, on va faire une paix carthaginoise, on accepte de pas vous bombarder si vous nous donnez votre pétrole gratuitement, c'est nous qui fixons les prix, évidemment. Donc, c'est un peu le principe des républiques bananières qui avaient existé en Amérique du Sud un peu partout, particulièrement d'ailleurs à Cuba. Et Trump a une obsession parce qu'il y a deux choses qui sont révélées par rapport à ça. La première, c'est qu'il a fait un bon premier mandat avec une économie très dynamique, mais que sa nouvelle mandature est catastrophique. C'est une catastrophe parce qu'il fait la guerre économique à tout le monde, parce qu'il est très bête, hein, c'est pas un économiste, parce qu'il s'est entouré de néo-nazis et d'imbéciles heureux qui s'imaginaient faire de l'Amérique la première puissance économique mondiale alors qu'elle est en train de décliner. Elle ne disparaîtra pas, mais elle décline. Parce que la concurrence, il ne l'attendait pas là où il la voyait venir. Il voyait la Chine, effectivement, mais il ne voyait pas d'autres pays comme l'Inde, par exemple, qu'on a mis beaucoup de côté. Il ne s'attendait pas à ce que l'Iran soit une grande puissance aussi régionale. Ça, c'est quelque chose qu'il n'avait pas escompté. Et puis, il s'imaginait tranquillement, en bon Trump qu'il est, donc un mec pas très intelligent, on l'a bien compris, qu'il pouvait faire main basse sur les richesses du Sud par de simples bombardements. Sauf que dans l'histoire, les bombardements n'ont jamais mis à genoux un État. Ça n'existe pas. Ça fait mal, ça tue du civil, ça déstructure, ça massacre les infrastructures. Mais je suis désolé, mais on prend l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, qui certainement doit faire écho dans la tête de Trump, puisqu'il est à moitié allemand. La Seconde Guerre mondiale, les Européens, enfin ce qu'on appelle les forces coalisées, font une attaque contre les Allemands dès 40. Ils bombardent massivement l'Allemagne en 40, donc ça commence très tôt. Et jusqu'en 45, ils ne la mettent pas à genoux. Ce qui met à genoux l'Allemagne, c'est la Russie. La Russie, on voit les hommes sur le terrain, on voit 6500 chars pour prendre Berlin, finit par perdre 2500 chars à Berlin, ce qui est quand même considérable comme quantité de pertes, parce que Berlin était tenu par des populations qui étaient ultra radicalisées et ultra nazifiées. Donc, ce qu'on appelait la Volkssturm a fait face, effectivement, aux assauts russes. Ça a coûté très cher aux Russes de prendre une ville comme Berlin, sans parler du reste de l'Allemagne. Et bien là, c'est pareil. Trump bombarde du ciel, c'est facile, hein, c'est très lâche, on connaît la musique. Sauf que bombarder du ciel, c'est pas prendre le territoire. Et il a crié victoire très rapidement parce qu'il s'est imaginé naïvement que la vice-présidente ne serait pas un homme comme les autres. Et bien, malheureusement pour lui, c'est un homme comme les autres parce que les femmes, parfois, ont beaucoup plus de courage que les hommes, même souvent. Et elle a su faire face. Elle n'a pas écouté ce maître chanteur, car c'est du chantage dont il s'agit. Elle n'a pas écouté ce racketteur, parce qu'elle veut racketter le pays. Elle n'a pas écouté cette pseudo-opposante, à qui on dessert la prix Nobel. Je précise, cette opposante est ultra-sioniste, donc c'est une vermine de colonialiste. Elle n'a pas écouté cette opposante qui n'a aucune assise populaire, c'est un mensonge. Et surtout, elle est restée dans une logique bolivarienne. La révolution bolivarienne apportée par Chavez en 99, c'est d'abord le redressement de l'économie, c'est renégocier le prix du pétrole qui était à $9 et qui l'a fait monter quasiment x10, c'est faire en sorte que la misère au Venezuela recule de 20%, faire en sorte qu'1 million d'élèves aillent à l'école alors qu'ils n'étaient pas scolarisés, faire en sorte que Cuba, dans un marché de troc, envoie ses médecins au Venezuela, à Caracas, un peu partout, et que le Venezuela leur donne du pétrole en contrepartie pour faire face aux difficultés à Cuba, faire en sorte que l'Amérique du Sud commence à se mettre d'accord au niveau des régimes de gauche pour pouvoir travailler ensemble, indépendamment de la tutelle nord-américaine, car le seul pays quasiment d'extrême droite en Amérique du Sud est comme par hasard un pays qui a reçu beaucoup de nazis, hein, on le connaît, c'est l'Argentine, 98% de blancs, rappelons bien les chiffres. 98% de blancs argentins qui ont une origine néo-nazie, hein, je le rappelle aussi. Eh bien, l'Argentine, malheureusement, est le seul pays dont l'excité qui est à la tête de l'État fait une misère à la population, parce que socialement, c'est la catastrophe. Très fier de sa réussite économique au niveau macro, mais au niveau microéconomique, c'est catastrophique. Et donc, l'Argentine est le seul modèle qui a, grâce aux yeux de Trump, il y a 2-3 pays un petit peu qui sont dans ce délire-là, mais l'Argentine, c'est vraiment son obsession. Le Mexique est un problème, parce que la présidente mexicaine ne lâche pas non plus, parce qu'elle a la tête haute. La vénézuélienne ne lâche pas. Lula ne lâche pas. Ça, c'est vraiment des gens que je respecte, parce que face à l'ogre américain, il faut être courageux. Mais il y a une chose qui est certaine. Cet homme s'imagine que le monde lui appartient. Il est très insultant. Là, dernièrement, j'ai vu cette dernière sortie face à Macron, où il se fout littéralement de sa gueule, hein, on peut le dire. Il foutre de sa gueule avec un terme très populaire, on va dire, parce que la façon dont il humilie Macron dans une prise de parole, en l'appelant Emmanuel comme s'il parlait d'une femme, et surtout en disant il me demande de ne pas ceci, cela, je vais lui dégager son vin et son champagne, s'il continue, je vais mettre 25% de taxation. C'est un homme qui fait un tâche permanent. Donc on a un homme qui est surexcité, qui se croit surpuissant, et qui, quand il va faire les sanctions à la Chine, est ridicule. Parce qu'il se rend compte que la Chine alimente l'Amérique et que ça va être une catastrophe pour les entreprises américaines. Donc c'est quelqu'un qui n'a aucun sens des réalités. Ça reste un entrepreneur du bâtiment. Donc le gars, il fait des immeubles, il fait pas la construction d'un État. Et c'est un homme qui est vulgaire,
arrogant, violent, prétentieux, mais qui n'a toujours pas, et je comprends, parce que ces généraux lui parlent, qui n'a toujours pas engagé de force au sol parce qu'il a fait un chantage en pensant traumatiser les Vénézuéliens. Vous avez vu la manifestation hier de centaines de milliers de personnes dans la rue. Le Venezuela est un pays qui garde la tête haute et qui s'est débarrassé du colonialisme espagnol de haute lutte, qui s'est débarrassé de la tutelle américaine en 99 avec l'arrivée de Chavez de lutte, qui a su faire reculer la misère sociale dans le pays, qui a su montrer que le monde est peut-être multipolaire. Et qu'est-ce qu'on reproche au Venezuela? Je vous donne la vraie raison pour laquelle on veut leur faire la misère. C'est pas seulement le fait qu'il y ait beaucoup de pétrole. Les chiffres qui a été annoncé tout à l'heure, 300 milliards de barils, effectivement, c'est des réserves importantes. Sauf qu'ils exportent peu, parce que malheureusement, leurs moyens, parce qu'ils sont sous sanction, leurs moyens d'exportation s'est réduit. Par contre, le Venezuela paye le courage d'un grand homme comme Chavez, qui en 99 le premier va avoir serre d'émissaire en Irak pour lui dire qu'il faut faire remonter le cours du pétrole en réduisant la production. Va voir l'Arabie et il dira de même. Va voir l'Algérie, va voir tous les pays du Sud pour leur dire si vous voulez que le pétrole ait une valeur, marchand, nous contrôlions à nouveau le cours du pétrole, que donc le cours soit élevé, eh bien il a fait le tour des capitales et le pétrole est monté jusqu'à $90, $100. C'est un homme qui a fait un travail incroyable parce qu'il a donné des moyens considérables à ces pays qui étaient en difficulté. Ça a permis de gérer beaucoup de problématiques. Et c'est un homme à qui on a fait payer les morts. Il a été assassiné dans des circonstances louches. On dit maladie, mais bon, on n'aura jamais de détails. Mais une chose est certaine, c'est qu'on fait payer au Venezuela cette outrecuidance d'avoir osé relever la tête. Parce que l'occidental, en général, et l'américain en particulier, qui est la grande puissance occidentale, ne supporte pas de voir que les gens du Sud lèvent la tête. Il les considère comme étant inférieurs. Trump, qui se teint les cheveux en jaune de façon assez ridicule, c'est pas sa couleur naturelle, juste marquer le fait qu'il est occidental blanc. Voilà ce qui met à la tête des gens. Ouais. Vous avez vu, Elon Musk fait son premier discours, ça fait froid dans le dos quand même. Il nous fait quand même 2 fois salut nazi, enfin hitlérien pour être précis, on va dire. Salut hitlérien, comme ça il n'y aura pas de discussion. Il fait 2 fois salut hitlérien devant une troupe qui applaudit à tout rompre. C'est ça qu'on a en face de nous. Donc on a un homme qui est un menteur pathologique, qui faisait croire qu'il voulait faire la paix alors qu'il fait la guerre. On a un homme qui est un obsédé de l'argent, qui veut voler les territoires. Vous avez vu les menaces qu'il fait par rapport aux Danois. Il menace le Nord, il est en train de rompre avec le Canada. Il menace, alors qu'il y a un accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, ou l'accord NAFTA, comme on l'appelle, c'est un accord qui est vieux, en plus, qui a plus de 30 ans, entre le Mexique, dont l'économie s'est redressée, évidemment, et tant mieux, le Canada, les États-Unis, c'était une économie intégrée. Il est en train de casser ça parce que cet obsédé de l'économie pense que l'Amérique peut s'auto-gérer toute seule, qu'elle s'auto-suffit. Donc, il ne connaît pas les termes économiques mondiaux, il sait pas que c'est un village planétaire, mais cet homme est dangereux dans la mesure où, effectivement, il ferait feu de tout bois pour asseoir la domination américaine. Et il se trouve que le sens des réalités, ça l'a quitté, au lieu de se rapprocher de l'Europe, par exemple, et de faire une grande puissance européenne occidentale, iront avec l'Europe. Au lieu de se rapprocher de sa zone naturelle d'influence, mais en n'étant pas guerrier, mais plutôt dans l'échange économique, il les menace et fait des murs. Voilà qui est Trump. Trump est un imbécile heureux, qui se croit intelligent, qui tente des trucs, qui fait des ballons d'essai et qui, in fine, va finir par s'effondrer. Je suis très heureux de voir que la présidente vénézuélienne lui a tenu tête. Je suis très heureux de voir que, malgré toutes ces accusations fantaisistes, le juge américain n'a pas retenu la narcotrafiquant d'État. Ça a été écarté et il s'est ridiculisé. Et je ne serais pas étonné, même, je vous le dis, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, que peut-être la juridiction, enfin les juges qui vont juger le malheureux Maduro qui a été enlevé dans des conditions absolument insupportables, je veux dire, c'est du racket, c'est quasiment du racket et en même temps du kidnapping. Hein. Donc on est dans de la voyoucratie. Eh bien, je ne serais pas étonné que les juges donnent tort à Trump, qui lui donnent tort pour l'emmerder peut-être, mais qui lui donnent tort parce qu'au regard de la loi américaine, pour qu'une personne soit condamnée, il faut des éléments matériels. Or, Trump n'est pas et n'a jamais été ce que fut en 90 Noriega. Noriega était un vrai trafiquant revendiqué, déclaré. Noriega était un pays qui n'était pas riche. Et Noriega a payé l'outrecuidance de rompre avec la CIA en voulant nationaliser le canal de Panama. Bon, il s'est planté, c'était attendu, hein, parce que l'Américain n'aurait pas fait de cadeau. Mais c'est ce que paye Noriega. Mais Noriega avait des casseroles. Maduro n'a pas de casserole. Maduro, c'est un État pétrolifère qui avait signé la veille, il faut le rappeler, c'est important, je vais finir là parce que je suis pas resté trop longtemps, trop prendre la parole. La veille, il était avec une délégation chinoise qui commençait à exploiter le pétrole du Venezuela. Ça, c'était très mal vécu. Il a en plus commencé à envisager de libérer ses comptes en euros et en yuan et avec des monnaies locales parce qu'on commence à avoir une dédollarisation du monde à laquelle il était totalement attaché lui aussi. Rappelons que 3 pays ont subi les foudres de l'Amérique et de l'Occident, surtout de l'Amérique, puisque l'Amérique est inquiète pour le pétrodollar. Le pétrodollar, c'est un dollar qui est affilié au pétrole et donc qui est une monnaie de singe en réalité. Eh bien, on a un Saddam Hussein en 2000, je crois en 2000, si je ne me trompe pas, qui avait dit qu'il libérait ses comptes en euros.
3 ans plus tard, on le liquide. On a un Kadhafi qui avait dit qu'il allait faire en sorte de créer le dinar or, donc de donner une valeur à son dinar, donc le dinar c'est la monnaie originelle du monde arabo-musulman, pour se débarrasser du dollar. Ça aurait fait un pétrodinar peut-être. Eh bien, il a été liquidé aussi en 2011. À chaque fois qu'un homme s'élève, là on voit Chavez, c'est pareil, et puis surtout Maduro qui commence à envisager les comptes en s'affranchissant de la tutelle du dollar, eh bien, il le paye. Le seul pays qui, pour l'instant, n'a pas été inquiété outre mesure et qui a fait un coup de génie, on peut en parler très rapidement, la Russie. La Russie a imposé le rouble, ce qui est incroyable. Là, c'est vraiment le coup de maître dès le départ. Poutine a dit quoi? Il a dit, si vous voulez acheter mon gaz, vous le payez en rouble. Il a créé de fait et de force du rouble, il en a fait une monnaie de référence, il en a fait une devise. Ça, c'était un coup de maître, sauf que la Russie a les moyens de se défendre, ce que malheureusement le Maduro n'avait pas les moyens, parce que quand l'Amérique va taper sur Maduro, il vend des traites qui vont être payées pour $50, et puis tout parce que malheureusement Maduro, comme Cuba, est proximité directe des États-Unis. Caracas est à 3500 km des côtes américaines. Il était très facile pour les États-Unis de venir le voler sur son territoire, le kidnapper. C'est plus difficile, par contre, de rentrer sur le territoire et d'envoyer des hommes sur place parce qu'ils ont une population qui se battra bec et ongle, qui ira jusqu'au bout pour faire face à l'invasion américaine. Merci pour vraiment ces éclairages, hein, on peut le dire ainsi. Il y en a certainement qui ont beaucoup appris. Il a fait quand même un petit retour sur le dinar-dollar pour dire que cette affaire de monnaie africaine existe depuis, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Monsieur le maréchal Muammar Kadhafi a donc été ôté à la vie d'une façon aussi barbare. Alors avec vous, Tapi et Goubera, il faut le dire, hein, au regard de tout ce que nous sommes en train de développer, on se rend compte que jusqu'ici, la fourchette ou l'assiette financière, encore tout le système financier américain ne repose que sur une seule chose, le pétrodollar, ou le pétrole. Un pétrole qui ne lui appartient pas, le pétrole qu'il doit voler chez les voisins, s'il le faut, déloger et même tuer. Comment une grande nation comme les États-Unis, qui se dit la nation la plus grande, la plus forte, peut seulement s'appuyer sur une seule ressource qui ne lui appartient même pas? Ce n'est pas seulement les États-Unis, en fait. Oui. C'est tout ce qu'on appelle l'Occident. Hein. Je rappelle que l'Occident domine le monde depuis seulement 500 ans. 500 ans, il n'y a pas longtemps. Et souvent, on cache quelque chose. Vous pouvez vérifier, tout à l'heure dans mon truc, je l'ai dit. De 1350 jusqu'à 1850, il y a eu en Europe ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. C'est-à-dire, on est arrivé à des situations à telle enseigne qu'il n'y a même pas d'été. Donc, quand les Européens sont quittés leur territoire, c'est pas parce que c'est des visionnaires, ils avaient la recherche en tout. D'ailleurs, quand on parle de Dark Age, c'est de ça qu'on décrit le Moyen-Âge. Donc, ce sont des gens qui étaient dans des difficultés. Il y avait pas mal de maladies, il y avait des pestes et autres, tout ça, etc. Et si vous regardez le temps de regarder ce qu'on appelle les conquistadors, quand ils arrivent, par exemple, sur le territoire qu'on a nommé aujourd'hui Amérique latine, ils ont trouvé des peuples qui étaient avancés, qui étaient là. Et ils n'ont même pas eu d'échange, ils ont commencé à les tuer. Donc, c'est comme ça a commencé ce qu'on appelle l'économie. Après, on a raboté en racontant, oui, il y a eu l'évolution de l'économie avec ce qui s'est passé. C'est une économie des rapines. C'est l'agression des autres. Donc, on a d'abord fait le génocide des Indiens. Après, on a fait, comment on appelle, le génocide des Africains en les prenant. Pour ceux qui sont pas informés, je rappelle qu'il faut lire simplement chercher ce qui s'est passé à ce qu'on appelle la controverse de Valladolid, où Bartolomé de Las Casas, qui était un prêtre, comment on appelle, dominicain, a dit que les Indiens, qu'on arrête de les tuer parce qu'ils avaient des armes, mais on peut les remplacer par d'autres, c'est-à-dire les nègres que nous sommes. C'est comme ça qu'ils sont allés nous chercher. Donc, pendant 400 ans, nous avons travaillé pour tout l'Occident. 400 ans. Moi, je prends du mec quiconque au défi. Que les gens se mettent à travailler, ne serait-ce que pour moi pendant 1 an. Puis, si je ne serai pas riche, c'est-à-dire, j'ai un espace de terre et des gens vont venir travailler pour moi pendant 1 an. Un espace de terre, rien que ça. Ces gens vont construire une maison pour moi, ils vont balayer pour moi, ils vont faire tout pour moi, ils vont me donner à nourrir. Vous allez voir, en 1 an, je dis bien 1 an, je serai l'homme le plus riche. C'est ça l'idée qu'on veut cacher. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons donc une économie d'agression qu'on a continué après sous le calumet de cette histoire de colonisation qui est une occupation. C'est-à-dire quand on a fini et qu'on a vu qu'il y avait des résistances. On oublie, par exemple, un pays comme Haïti. Haïti, après la bataille de Vertières, qui a eu lieu du 18 au 19 novembre 1803, qui a battu la plus grande armée, l'armée de Napoléon. Parce que Napoléon, c'est celui qui va remettre
réenvoyer, comment on appelle, l'esclavage. Dès qu'elle est battue, que va devenir la France? Ce que M. Poutine, M. Trump fait n'est pas nouveau. En 1826, la France va exiger une rançon d'Haïti qu'elle va payer de 1826 jusqu'en 1911, au minimum, pour que la France puisse le reconnaître. Et c'est pas nouveau. La plupart des États occidentaux que vous voyez ici, c'est comme ça. Quand on parle aujourd'hui de l'Espagne, quand on voit l'Espagne, on voit en termes de football, mais l'Espagne a été une vraie prêt pour ce qu'on appelle les Amérindiens, qui sont eux-mêmes dans leur propre pays mis dans des réserves. Ça, c'est une triste réalité. Donc, c'est véritablement comme ça que les soi-disant économies des autres ont explosé. Je fais une petite digression. Il n'y a pas longtemps, M. Macron a lancé le fait que les Nigériens sont en train d'utiliser l'uranium de la France, alors que l'uranium se trouve sur le sol français, sur le sol nigérien. Il n'y a pas longtemps. Vous voyez? Donc, c'est une politique des Occidentaux. C'est comme ça qu'ils pratiquent. Maintenant, quand on prend même la question de la monnaie, on va comme l'a dit tout à l'heure le docteur Socio, on va l'expliquer. C'est quoi la monnaie? La monnaie, c'est une feuille, ce qu'on appelle monnaie là, actuellement. C'est une feuille sur laquelle quelqu'un dit, ou bien les autorités disent, c'est cette feuille-là, comme elle est blanche, c'est sur elle, ou bien je mets une couleur, c'est elle sur elle que je compte. Pour prendre un exemple, puisque, imaginez, je prends le Cameroun qui est un grand producteur de cacao. Depuis les accords de 1974, l'Arabie Saoudite, qui a été à l'avant, puisqu'il y a eu des événements qui ont eu lieu avec cette histoire de OPEC, donc les gens avaient peur du mouvement qui allait se passer avec les Arabes, tout ça. Donc, les États-Unis, on va mettre en avant l'Arabie Saoudite. Et donc, qu'est-ce qu'il va, il va avoir? Il va avoir un accord. Les Américains ont dit, bon, dorénavant, vendez votre pétrole, c'était l'un des pétroles les plus recherchés à l'époque en griffe, en dollars. Les gens disent, il n'y a pas de problème. Je prends donc l'exemple tout bête. Actuellement, si le Cameroun veut avoir du pétrole d'Arabie Saoudite, et comme ils utilisent une monnaie nazie, qui est le franc CFA, ils vont donc aller demander donc, je caricature pour que les gens comprennent le plus simplement possible. Les responsables ou bien les autorités camerounaises vont dire alors aux responsables de, comment on appelle, de l'Arabie Saoudite, nous, on veut votre pétrole. Ils vont dire, mais est-ce que vous avez des dollars? Ils disent non. OK, mais il faut chercher des dollars. Mais où on les trouve? Allez voir les États-Unis d'Amérique. Donc, les Camerounais, les autorités camerounaises vont aller voir les États-Unis. On veut acheter le pétrole de l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas de problème. Vous voulez quoi? On a ça. Mais vous, quelle est la compensation pour qu'on vous donne des dollars? Ils vont dire français, on dit non, ça c'est peut-être des feuilles. Par contre, on a appris que vous êtes des producteurs de cacao, là, oui. Donc, on a besoin d'un certain nombre de tonnages de cacao. Donc, les autorités, le labeur et le fruit du travail des Camerounais, on va les prendre, on va déposer ça aux États-Unis. Donc, eux, ils sont assis, hein. Ils vont prendre ça, ils vont faire entre eux, ils vont devenir, c'est le pays du chocolat. Et ils vont prendre une feuille. Mais ici, comme on appelle en Arabie Saoudite, on n'utilise pas le dollar, ils vont faire ce qu'on appelle un système d'écriture. C'est-à-dire, on prend un téléphone pour dire, on le fait à WhatsApp, pour dire, bon, les Camerounais ont donné un certain nombre de tonnages, hein. Nous, on fait c'est-à-dire, votre compte qui est ici, puisque l'Arabie Saoudite est obligée de mettre un compte. C'est d'ailleurs pour ça que les dirigeants occidentaux actuellement s'excitent sur la Russie, ici, il n'y a pas longtemps. Donc, ils vont dire, bon, ici, votre compte-là, on va le créditer de tel. Les gens disent, OK. Maintenant, quand c'est fini, alors, je dis bien, je caricature. L'Arabie Saoudite va ouvrir le robinet et le pétrole dont a besoin le Cameroun, ils vont l'avoir. Au finish, les États-Unis qui n'ont rien fait, ils vont à la fois bénéficier d'un pétrole qu'ils peuvent acheter quand ils veulent, du cacao du Cameroun quand ils veulent. Voilà comment ils vivent. C'est des économies de parasites. Maintenant, c'est tout ça quand on est là, il paraît, oui, c'est des grandes économies, mais c'est comme ça ils vivent. Et ça fait longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans mon premier ouvrage, quand je dis ces Africains ennemis des Africains, c'est ce que j'ai décrit. C'est le principe simple de ces économies-là qui sont là. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Quand ils vont dans les à l'époque, avec l'OMC, c'était comme ça. Puisqu'on a créé un système qui dépend de ces feuilles-là. Ce système-là, il dépend de ces feuilles. Et nos économies, pour prendre le cas des pays africains, dépendent de ces feuilles-là. On a eu l'exemple du président Laurent Gbagbo. Quand en 2011, la France voulait tout faire tomber, c'était comme ça, en fait. Il suffit simplement d'assécher, puisque localement, vous allez utiliser votre monnaie. Si encore il y a une monnaie. Bon, on va supposer bien que c'est une monnaie. Mais si, par exemple, je prends le cas de la France, c'est la France qui produit les billets, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Ils ne vous donnent plus. Comment on fait pour payer les fonctionnaires? On peut créer donc un mouvement à l'intérieur pour faire
pour faire ce qu'il faut faire. Et après, bon, comme l'a fait la France, envoyer ses militaires pour enlever le président Laurent Gbagbo. Donc, c'est le même principe. Il ne faut pas que les Africains, pour qui je parle, et les démocrates du monde, ne soient onibulés par cette histoire d'économie. Parce que vous avez des gens qui ont venu s'asseoir ici, ils vont nous raconter des cours qui passent, qui descendent, etc. Mais ils ne veulent pas vous dire la vérité. Je le dis parce que quand j'explique des gens, moi je ne suis pas économiste, mais je préfère qu'il y ait quelque chose de tangible pour que les gens comprennent. Hein? Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez, moi je suis en Belgique. J'expliquais il n'y a pas longtemps à un ami qui ne comprenait pas. J'ai dit, mais attendez, ici le billet qu'on utilisait à l'époque, c'est le franc belge. Est-ce que toi, tu peux prendre le franc belge pour aller acheter quelque chose? Il dit non. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit non, ce n'est plus valable. J'ai dit, mais pourquoi? Qui a dit? Il y a les autorités qui ont dit, on ne fait plus confiance à cette feuille-là. Il y a une nouvelle feuille qu'on appelle l'euro. C'est tout. C'est aussi bête que ça. Donc, voilà comment les gens ont créé ce système-là et qui, effectivement, empoisonne, hein, je veux dire, la vie des uns et des autres. Sinon, si on prend les États-Unis, c'est l'un des pays les plus endettés. Je ne sais pas par rapport à la Chine. D'autant plus que même la Chine, comme on appelle, a acheté une partie de la dette des États-Unis, mais elle a 38 000 milliards de dollars. 38 000 milliards de dollars. Quand vous prenez les 54 États africains, ils ont une dette de 1707. 1700. La dette des 4 États africains, c'est celle, pardon, la dette des États-Unis fait 15 fois la dette comment on appelle, des pays africains. Quand vous prenez la petite Belgique dans laquelle nous sommes, elle a une dette de 551 milliards, non, 640 000 milliards. Mais elle fait un tiers de la dette. C'est-à-dire un petit pays. La Belgique est plus petite que le Bénin. Mais sa dette là, c'est un tiers de la dette des 54 États africains. On peut continuer la France. Elle a 3 000 milliards. Ça dit que la dette de la France fait 3 fois la dette des 54 États africains. Or, si on divise la dette des 54 africains, ça dit qu'en fait, chaque pays a une dette de 31 milliards. C'est rien. C'est rien. Mais pourtant, vous allez entendre, oh, les pays africains sont endettés. Vous voyez? Donc, pour dire que l'histoire d'économie, moi, je préfère qu'on s'en méfie. Moi, je préfère m'en méfier de ça et de tenir compte des réalités. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a tout à l'heure, Abina a parlé, mon frère Gamal a parlé du système shift. C'est par là, souvent on peut attraper, ou bien on arrête, ou bien on permet d'interrompre le système financier des pays. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a eu l'exemple en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on a voulu prendre le président de Laurent Gbagbo, il était incapable pour moi d'envoyer de l'argent à mes parents. J'envoie l'argent au Ghana. Les gens quittaient la Côte d'Ivoire, allaient au Ghana et récupéraient pour venir. Puisque c'est ça en a au moins 11 900 institutions et banques qui sont los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Cilia. Ellos volverán, nuestros ojos lo verán, seremos testigos de ese momento histórico, no tengan dudas que eso va a pasar. En el nombre de Dios Todopoderoso se lo pedimos y lo va a cumplir. Amén. Le système shift ne marche plus, qu'aucune banque ne doit commercer avec vous. Et ça ne marche plus. C'est ce qu'ils sont en train de faire depuis au moins, je dis bien, c'est ça que j'ai expliqué, au moment de Barack Obama. Après, comment on appelle, il y a eu Trump 1, Biden et puis Trump 2. Le pays, c'est-à-dire que le Venezuela est soumis à, je veux dire, à un embargo financier terrible. C'est pas nouveau, hein. C'est comme ça, en fait, c'est ce qui fait que vous voyez beaucoup de Vénézuéliens ont quitté le pays parce que le Venezuela peut pas faire des échanges normalement, par exemple, avec le Cameroun, avec la Côte. Nous qui n'avons pas les systèmes, je veux dire, au niveau, qui n'avons pas les moyens sur le plan technologique de le faire, on peut pas le faire parce qu'on n'a pas la possibilité. Par contre, d'autres pays comme la Russie ou bien contre la Chine, qui ont d'abord l'arme atomique et qui peuvent, par rapport à des systèmes qu'ils ont créés parallèles, ils peuvent le faire. Mais vous imaginez, et cet embargo a été fait depuis sur Cuba, depuis combien de temps? Voilà donc comment il marche, c'est tout, il n'y a rien. Ne soyons pas dans, excusez-moi l'expression, de l'euphorie de dire c'est les grandes puissances. Non, ils vivent comment? Ce sont des économies, c'est les parasites. Ils vivent de la mort des autres. C'est aussi simple. Je suis peut-être, je vais dire peut-être excessif. Non, je suis pas excessif. C'est une réalité. Les États-Unis, la France, ce qu'on présente, ils vivent, c'est des économies de parasites. C'est tout. Il n'y a pas autre chose qu'il faut expliquer. Bon.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Tapi Boubera. Je tiens à le rappeler que cette émission est une production de Globus. Il est important de le rappeler. Retenez bien le nom Globus. Nous regardons le monde tous les mercredis, une fois qu'il est 16h, entre 16h et 18h, heure d'Afrique centrale. Je dirais même pour le moment c'est le GMT, excepté ceux qui sont justement aux États-Unis chez Donald Trump, le déréglé pour certains analystes. Alors, vous permettez que nous prenions une petite pause. Nous allons regarder la prestation de serment de Delcy Rodriguez, mais aussi le message du fils de Monsieur Maduro, Nicolas Cito, qui appelle à la libération de son père et au retour de son père au Venezuela. Voor economische politiek Venezuela. A ti, Delcy, Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca, y estamos firmes en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Cilia. Ellos volverán, nuestros ojos lo verán, seremos testigos de ese momento histórico, no tengan dudas que eso va a pasar. En el nombre de Dios Todopoderoso, se lo pedimos y lo va a cumplir. Amén. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí. Nous pouvons voir l'émotion justement dans le vocal de Monsieur Nicolas Cito, également le vocal, le verbal, tout y est pour montrer en fait qu'ils ont été touchés. Donald Trump a touché là où il ne fallait pas. Et donc la récidive s'annonce très grande. Avec vous, docteur Essoussé, notamment que peut la Chine, que peut la Russie, que peut également, par exemple, je vais le dire comme ça, celui qu'on appelle la terreur des armes, Kim Jong-un. Que peuvent-ils, si tous ces derniers, notamment la Russie seulement et la Corée du Nord, décidaient de se mettre ensemble pour ne plus que ce continent appelé États-Unis d'Amérique disparaisse de la Terre, si c'est cela la paix, pour que le reste des pays voisins ou même africains vivent dans une accalmie. Parce qu'il faut rappeler que récemment, là, il a fait un galop d'essai au Nigeria en disant qu'il vient dans un pays pour dicter sa loi. Comme ça a dépassé son esclave de maison, Bola Tinubu, il vient donc bombarder des zones disant qu'il combat l'État islamique. Alors, en termes de solution, est-ce qu'il y a une solution ou alors nous allons laisser, les analystes, les grands penseurs vont laisser M. Trump continuer sa fourberie? Il faut dire que vous posez une question qui peut s'analyser à plusieurs niveaux. Tout dépend, n'est-ce pas, de l'angle sur lequel on voudrait s'appesantir. L'acte qu'a posé, je l'ai dit, Monsieur Trump peut légitimer, n'est-ce pas, plusieurs autres actes de même nature. Ça veut dire que désormais, Monsieur la Russie peut entrer en Ukraine, récupérer Zelensky, le ramener et le juger, n'est-ce pas, en Russie. Monsieur Trump parlant,
on va lui rappeler que voilà ce que tu as fait. Et la Russie le remettra dans un contexte historique où lui, il a raison de le faire. Monsieur la Chine peut entrer à Taïwan, récupérer, n'est-ce pas, le guide taïwanais, le ramener et la Chine lui rappellera, n'est-ce pas, le fait historique qu'il aura raison de le faire. Oui. Monsieur, n'est-ce pas, Israël, qui nous a même habitués, lui, il nous a habitués à ce qu'il veut, peut entrer en Palestine et faire ce qu'il veut faire. Quand vous savez que monsieur Israël, il y a quelque temps, a reconnu le Somaliland, quelque part, pourtant, il refuse qu'on reconnaisse l'État palestinien. Donc, vous voyez un peu ce à quoi monsieur Trump nous a mis. Maintenant, il faut dire une chose, et là, c'est l'homme des relations internationales qui parle. L'effort, les impérialistes peuvent facilement s'attaquer. Ils peuvent facilement trouver, n'est-ce pas, un terrain d'entente sur des questions cruciales où chacun, n'est-ce pas, a ses intérêts. Moi, je pense que ce qui se passe est une interpellation pour l'Afrique. Déjà, beaucoup de gens sont entrés. Pourquoi là? Est-ce que la Russie n'a pas intervenu, encore moins la Chine? Il faut dire qu'on n'intervient pas pour intervenir. On intervient sur la base de certains principes normatifs. C'est-à-dire qu'il faudrait des accords ou des conventions qui vous permettent d'intervenir. Et ce que les gens ne savent pas trop, la Russie n'a pas plus de 3 pays dans le monde avec lesquels il a des accords qui permettent d'intervenir dans ce genre de situation. Alors, il faut déjà le noter. Mais le plus important, c'est que cette dame qui prête ses mains, je pense que M. Trump lui-même a déclenché, c'est une femme. C'est une femme. Vous savez que en termes de fermeté, en termes, n'est-ce pas, comment je vais dire, de jusqu'au boutiste, n'est-ce pas, en termes de dureté, les femmes sont très, très dangereuses que les hommes. C'est-à-dire, quand la femme t'a dit que je vais te montrer, elle va le faire. Alors, c'est une femme qui n'est pas de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, de par ses sorties, elle n'est pas très maniable. C'est-à-dire qu'elle peut être 2 fois M. Maduro, et à ce qu'on voit. Vous voyez son fils qui a levé pratiquement tout le Parlement. Et lui-même qui n'est pas n'importe quel parlementaire dans le Parlement. Donc, aujourd'hui, il faut s'attendre. On a assisté dernièrement à la sortie de tout l'état-major qui a dit derrière le chef suprême qui est pris en otage ailleurs. Et la femme, depuis quelques jours, a engagé, n'est-ce pas, des pourparlers avec certains États comme la Russie. Et on annonce, je pense que peut-être c'est pas encore officiel, mais dans nos différentes recherches et analyses, on annonce, n'est-ce pas, dans des prochains jours, une unité spéciale de l'armée russe. Déjà, vous avez vu dans une vidéo qui est devenue virale, le survol d'un chasseur russe qui a fait paniquer les Américains dans l'un de leurs plateformes de guerre sur la côte vénézuélienne. Donc, je vais dire quoi? Les prochains jours de cette affaire vont soit dénouer et obliger les États-Unis à restituer Maduro parce que Trump a la facilité d'engager les combats qu'il regrette plus tard, puisque lui-même en interne, cette histoire n'est plus facile pour lui. Vous savez qu'en interne, il n'a pas consulté le Congrès, ce qui devient une grosse épine. Et vous savez que Trump lui-même, il a des épines en interne, n'est-ce pas, sur sa gestion qu'il traîne. Et vous avez vu les anciens chefs d'État qui se sont levés, Obama, Kamala Harris et bien d'autres, la famille Clinton qui se sont levés et qui, aux États-Unis même, il y a des marches contre cette histoire-là. Vous avez qu'à voir les vidéos du jour que M. Maduro est arrivé. Il a dit qu'il y avait des marches. Donc, Trump lui-même déclenche quelque chose qui risque d'entacher son mandat au point de l'obliger à restituer M. Maduro, n'est-ce pas, aux Vénézuéliens. Ça, c'est d'un. D'un autre côté, M. Trump risque de tendre l'atmosphère sur le plan international au point où il n'aura rien à dire sur les questions, n'est-ce pas, internationales.
le seul moyen qu'il aura, c'est d'utiliser la guerre. En utilisant la guerre, le monde qu'il a voulu, le monde que M. Trump nous a étalé dans son programme politique, comme l'apaisement, comme l'équité et autres, M. Trump risque de se retrouver en train de marcher comme le Tintin qui est en France. Il dit qu'il risque de se retrouver en train de s'enfermer lui-même comme le Tintin qui est en France, qui fait nettement le contraire de ce qu'il a dit. Et ce qu'il va permettre donc à certains autres États, parce qu'il faut dire que le monde aujourd'hui, c'est une concurrence entre les forts, ce qui permettra donc à certains autres forts de gagner davantage une longueur d'onde sur les États-Unis. Et là, je ne veux pas entrer dans comment je vais dire, la lancée des prophètes, mais je vais dire de mes analyses, l'atmosphère va s'étendre et ça sera le point final de la descente aux enfers des États-Unis par la Russie. Ne l'oubliez jamais, je vous le dis, ne l'oubliez jamais, c'est que la Russie a le remède des États-Unis qui est positionné et n'attend qu'être actionné. Car, vous avez vu la sortie de l'homme, vous l'avez dit, de Pyongyang là, l'homme de la Corée. Oui, moi je préfère souvent dire l'homme parce que il est souvent comme un schizophrène. Donc, vous avez vu sa réaction et il a envoyé un message disant aux États, ces gars sont comme ça, il n'y a que l'arme nucléaire qui peut les faire se ranger ou les faire reculer. Donc, il est temps que chacun de vous s'arme, fasse tous ses efforts pour avoir ses armes. Donc, je veux dire, ça va légitimer, ce problème en train de légitimer le droit de guerre. Le droit de guerre, parce que ce qui est sûr, la dame, Madame Rodriguez va serrer les choses et M. Trump sera, puisqu'il a même annoncé que la personne qui va essayer, il va subir le même sort. M. Trump sera obligé donc d'employer les méthodes militaires, puisque lui, il a déjà défini jusqu'à l'épargne des États-Unis dans ce pétrole. Il veut les 50% et la meilleure qualité et tout. Donc, M. Trump est en train, on assiste à un deuxième congrès de Berlin où mis sur la table, ce n'est plus l'Afrique, ce qui est mis sur la table, c'est le Venezuela. Donc, M. Trump est en train de répartir les choses. Déjà qu'il a dit qu'ils vont diriger le Venezuela jusqu'à ce qu'ils trouveront quelqu'un de fiable, n'est-ce pas, répondant aux intérêts des Américains, dirigé, c'est peut-être pendant 10 ans. Donc, ils vont exploiter, ils vont tout faire. Alors, j'ai bien peur donc que, en voulant repasser par la force, la deuxième fois ne sera pas la première fois. Alors là, il va retrouver quelque chose en face de lui qui sera difficile, n'est-ce pas, à calmer. Donc, il est sage, pour moi, la solution à M. Trump de revenir sur ce qu'il nous a étalé lors de son programme politique. Son gros mensonge. Son gros mensonge politique, mais plus encore, je voudrais dire, Linda, aux Africains, quand nous voyons toutes ces choses, c'est un message. Parce que le Venezuela n'a que le pétrole, l'Afrique a au-delà du pétrole. Alors, demain, et le galop d'essai, vous l'avez dit tout à l'heure, le Nigeria a subi le 25. Monsieur Tinubu, son agent de la CIA, nous a dit qu'il a été au courant 19 minutes après cela. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on n'a même pas demandé son avis. Alors, ce qui est réservé comme sort au Venezuela, est-ce que cela ne sera pas réservé aux autres pays qui refuseront de s'aligner à la politique américaine en Afrique? That's the question. Bonne question. Et avec vous, Monsieur Gamal Abina, sur cette question, pensez-vous qu'il puisse avoir une solution? Si oui, ce serait donc laquelle? Est-ce que ces États cités, la Russie, la Chine, la Corée du Nord, peuvent également mettre ce pays, notamment sur le plan du pétrole, et justement le pétrodollar, imposer un embargo aux États-Unis pour leur sevrer de toute fonctionnalité? Oui, je pense que les caméras, qu'est-ce que je vais vous dire? Je pense effectivement que ces pays coalisés pourraient effectivement donner du fil à retordre aux États-Unis. Parce que là, on voit bien que Trump s'imagine être surpuissant, qu'il pense qu'il va dominer le monde, qu'il veut... c'est un peu... Moi, j'ai eu la chance un soir, pour vous raconter une petite anecdote. On avait organisé une soirée avec Jacques Vergès, une soirée de restaurant, un dîner. Et c'était longtemps avant qu'il décède. Il était toujours très clairvoyant, très lumineux dans ses idées. Il expliquait que la bête américaine, c'est comme ça qu'il l'appelait, a été frappée durement à la suite de ces différentes défaites, et qu'aujourd'hui, il y a fort à parier que plus elle aura joué à terre,
plus elle exprimera de la violence pour essayer de faire face à son déclin inéluctable. Car comme tous les grands empires, évidemment, il y a un déclin. Alors, vous ne trompez pas, hein. Déclin ne veut pas dire disparition. Les Grecs ont été de loin largement affaiblis, hein, c'est ce qui reste de la Grèce aujourd'hui, mais ils n'ont pas disparu. Rome a été affaiblie, mais il reste encore l'Italie. Donc l'idée d'un empire qui disparaît totalement, c'est pas vrai. Hein. Tous les empires, que ce soit même Carthage qui existe encore pour la Tunisie, ou l'empire perse qui devient l'Iran, tous les grands empires perdent de leur superbe et de leur domination pour des raisons X ou Y. Ça peut être un déclin économique, ça peut être un effondrement de l'intérieur, ça peut être simplement le fait que l'empire est trop grand et qu'il ne supporte plus cette taille critique. Mais l'Amérique refuse cette réalité inéluctable qui est son déclin. C'est pas un déclin parce qu'elle a perdu des guerres, même si elle les perd tout le temps. J'ai oublié que l'Amérique ne gagne jamais aucune guerre. C'est un déclin parce que l'Amérique a un problème avec elle-même, c'est que il y a de l'arrogance, ça c'est quelque chose qui la caractérise, et il y a l'idée de se dire qu'ils étaient dominants parce que racialement supérieurs. Donc ça les a vraiment mis en difficulté. C'est bien tout à l'heure que notre ami Tapé nous a rappelé la controverse de Valladolid, qui est une très belle base, puisque la naissance du racisme avant le racisme scientifique, le racisme religieux, puisqu'on prétendait que les Indiens d'Amérique n'avaient pas d'âme, donc ils ne pouvaient pas être chrétiens. Ça a permis de scinder le monde en deux. D'un côté, le monde occidental blanc, hein, du type occidental, et de l'autre côté, les mondes inférieurs, noirs, arabes, asiatiques, bref. Et donc, tout ça a donné une puissance considérable à l'Occident qui sort de ses frontières il y a 400-500 ans, et qui va effectivement, dans une conquête violente, asseoir la domination parce qu'ils ont une avance technologique qu'ils ont réussi à creuser en récupérant effectivement le savoir de différents pays comme le monde arabo-musulman ou la Chine. Et donc cette puissance va grandir. Le problème d'une puissance qui grandit, c'est qu'elle finit par décliner. En finance, on dit souvent que les arbres ne montent pas éternellement au ciel. C'est pareil pour la puissance économique ou la puissance militaire. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le monde a basculé réellement. On l'a vu à partir de 2022, dans la guerre avec l'Ukraine et la Russie. En réalité, c'est la guerre de l'Occident contre la Russie, il faut être très précis, parce que l'Ukraine ne compte pour rien dans l'histoire. Et bien, dans cette confrontation extraordinaire, au départ, les Russes ont été un peu légers. Ils ont pensé un peu naïvement qu'une attaque directe produirait peut-être de la part des généraux ukrainiens le coup d'État contre Zelensky pour se débarrasser de Zelensky. Ça n'est pas arrivé. Ils sont allés avec 80 000 hommes, donc c'était une invasion très limitée. Ça n'a pas fonctionné. Par contre, ils ont récupéré le Donbass. Et le Donbass qui leur était favorable, évidemment, c'est pas une surprise. Et il se trouve que l'Occident a mis le paquet pour mettre en difficulté la Russie avec un train de sanctions délirant, le plus grand train de sanctions de l'histoire de l'humanité. Et pour autant, les Russes ont résisté, largement résisté, parce que c'est un État immense qui quasiment peut s'autosuffire, hein, même s'il a besoin d'échanges extérieurs, en substance, ils produisent tout. Eh bien, la première confrontation, c'est en 2022 que ça a eu lieu, effectivement. Ça a scindé à nouveau le monde en deux fractions, de deux mondes qui s'affrontent, qui ne sont plus le monde capitaliste contre le monde communiste ou socialiste, mais plutôt un monde de l'impérialisme occidental face à un monde d'un Sud qu'on appelle global aujourd'hui, qui a décidé de ne plus baisser la tête. Et il se trouve que dans cette confrontation, les Russes se sont très rapidement remis en selle. On fait appel au savoir-faire technologique iranien. On se rappelle de Shahid, qui ont fait des ravages dans les rangs des forces ukrainiennes, mais surtout maîtrise. Il y a 3 pays au monde qui maîtrisent cette technologie, puisque le 4e, qui serait la Corée du Nord, a été drivé par la Chine. Les 3 pays qui maîtrisent une technologie qui est nouvelle, mais très puissante, c'est celle des missiles hypersoniques intercontinentaux. Des missiles qui vont à Mach 1, 2, 3 jusqu'à Mach 15, Mach 16, et qui sont ininterceptables. Ces fameux missiles ont totalement changé la donne géostratégique et géopolitique mondiale. Les Américains sont très en retard, ils ne maîtrisent pas cette technologie, les Français non plus, les Allemands non plus. En substance, ils ont quelques missiles qui vont à Mach 1 et Mach 2, mais c'est pas très technologiquement avancé, parce que d'abord, ils sont pas fiables, et puis surtout parce qu'ils ne sont pas précis. Les Russes ont montré, avec des frappes de précision, une capacité très, très impressionnante face à l'Occident qui aujourd'hui a reculé. C'est pour ça d'ailleurs que l'Ukraine a la guerre, parce que l'Occident est en train de le lâcher. Les Européens font semblant de batailler, mais en réalité, ça tourne que c'est fini. Et donc, c'est ce qui s'est produit avec l'Iran, c'est pareil, qui a frappé Israël. Personne n'attendait un tel niveau de frappe et un tel niveau de précision face au principal allié américain. Donc l'Amérique, via Israël, a été mise en difficulté. Et maintenant, il tape sur les petits pays qui croient être un marché de proximité, comme le Venezuela, parce qu'il est très loin de ces grandes puissances, et parce qu'il n'est pas équipé de ces moyens de défense. Mais il y a fort à parier, je pense, que les Chinois et les Russes ne vont pas lâcher le Venezuela, pour des raisons à la fois idéologiques et historiques, et puis surtout économiques. Et il y a fort à parier, effectivement, que l'Amérique, dans cette course en avant, cette course violente en avant, qui chercherait effectivement à créer une tension permanente, finisse par se retrouver le bec dans le sable. Mais j'ai envie de rappeler tout de même une chose importante. Depuis 1945, faut jamais oublier ça, l'Amérique perd systématiquement ses guerres. Alors ça paraît peut-être étonnant,
Ils font des guerres d'invasion dans lesquelles ils ont l'impression d'être victorieux, puis très rapidement, ils s'embourbent, ils s'enlisent et ils perdent. Prenons les différentes guerres. 50-53, la guerre de Corée, drivée par l'ONU, rappelons-le quand même, avec les Français, les Anglais, tout le monde est là. La guerre de Corée va durer 3 ans. Il y aura on estime entre 1 et 3 millions de personnes qui vont être assassinées, dont 1 million de Chinois qui vont être tués aux armes bactériologiques. N'oublions jamais que ça, on n'en parle pas beaucoup. Alors, il y a peu de documents là-dessus, mais 1 million de Chinois seront tués de l'armée chinoise, qui était une petite armée à l'époque, aux armes bactériologiques. Ça a laissé un traumatisme asiatique qui est très, très présent. Ensuite, il y a la guerre, effectivement, les Français en 54 avec Dien Bien Phu, mais après les Américains en 75, quand ils vont perdre le Vietnam. Seconde défaite. Troisième défaite, l'Amérique va affronter l'Irak en 91, mais ils sont pas sur le terrain. En 2003, ils rentrent sur le terrain, mais ils vont finir par perdre aussi. Mais surtout l'Afghanistan. L'Amérique affronte l'Afghanistan et se plante, vraiment. C'est-à-dire que 20 ans à squatter le territoire, finalement, qui est aux commandes aujourd'hui? Les talibans. C'est-à-dire que l'Amérique a totalement perdu ce conflit, n'a rien obtenu, n'a même pas pacifié le territoire, et finalement a dû fuir comme des voleurs. Ça rappelle ce qui s'est passé évidemment à l'époque où ils ont fui Saïgon. Ils vont fuir comme des voleurs un territoire en panique parce qu'ils ne tiennent pas le territoire. Et là où l'Amérique met ses pieds en général, le Liban, c'est pareil. Les Américains sont partis après l'attentat du Drakkar. À chaque fois, ils partent parce que le problème de l'Occident et de l'Amérique en particulier, donc de ces dirigeants capitalistes, dominants, c'est ceux-là qui posent problème, c'est pas les peuples. Le m'oublie que les peuples, c'est des chars à canon. Eh bien, ces gens-là ont une arrogance naturelle qui les conduit à des erreurs grossières et se rendent compte que le monde a changé. La bascule, ce qui faisait le retard du Sud global, c'était le retard technologique. C'est pas le courage. Et le problème, c'est que ce retard technologique, on pensait qu'ils ont toujours vu les Russes, par exemple, comme des Slaves, comme des esclaves, parce qu'à l'époque, c'était la traite à grande échelle de la Russie. Aujourd'hui, les Russes ont montré qu'ils sont forts. Les Chinois montrent qu'ils sont hyper puissants et c'est là où c'est extraordinaire, les Russes et les Chinois se sont enfin mis d'accord. On n'avait pas vu ça depuis 72, depuis la rupture. Hein. Et donc là, le monde a changé, mais l'Amérique refuse ce changement de paradigme, refuse l'idée qu'elle a un retard technologique par rapport à ces fameux missiles hypersoniques et ces technologies avancées en matière de renseignement, et refuse l'idée que les pays qu'elle croyait être sous sa domination en Amérique du Sud finissent par dire non, parce que c'est la première fois, il faut pas oublier, le Brésil a quand même élevé sa voix, c'est pas mal, le Mexique l'a fait, c'est courageux, ils disent non à la domination américaine, ils disent non à la politique de la terre brûlée qui pourrait être installée, ou surtout la politique du fait accompli militaire. Ils disent non au fait qu'ils sont en mesure de pouvoir répondre. L'Amérique sait parfaitement que si elle envoie des soldats au sol, ça va être un massacre, on le sait, qu'elle ne tiendra pas le territoire. La dernière fois qu'elle a réussi à gagner une guerre, je l'ai dit, c'est en 45 face aux nazis et en 40, à la fin 45, au mois d'août 45, face au Japon. Mais depuis, c'est défaite sur défaite. Donc, je pense que les rapports de force ont changé, que c'est en plus des populations vieillissantes, donc la jeunesse est de plus en plus rare à trouver pour la guerre, que les gens ne sont pas très motivés pour aller mourir pour des intérêts qui ne sont pas les leurs. Je parle des jeunes occidentaux, et que les dirigeants occidentaux font une course en avant parce qu'ils rêvent encore de ce monde qu'ils ont dominé, il faut le dire, hein, jusqu'à 90 en gros. La domination totale de l'Occident, c'était jusqu'à 90. Maintenant, il y a une bascule qui a changé, il y a un changement de paradigme. Et ce que cherche à sauver l'Amérique, c'est la domination de sa monnaie, le dollar. Parce que si le dollar se détache du pétrole, ce fameux pétrodollar, on ne peut plus faire la planche à billets comme on le fait tout le temps. Parce que l'Amérique a le droit de tirage spéciaux qui l'autorise à produire autant d'argent qu'elle veut. Sauf que s'il n'y a pas un sous-jacent dessous, quelque chose qui donne une valeur à cet argent, eh bien l'économie s'effondre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'inquiétude principale des États-Unis, c'est de voir que les gens commencent à se désintéresser des T-bonds, des bons du Trésor américain, de voir que les Chinois ont vendu quasiment la totalité des bons du Trésor, ils en avaient pour 2000 milliards, de voir que les économies commencent à proposer de faire soit du troc, soit des échanges dans les monnaies locales, donc une dédollarisation qui est amorcée. Elle ne sera pas pour demain. C'est les prémices. Le problème américain, c'est qu'ils se disent, si on donne des signes comme ça de faiblesse, notre monnaie va accélérer sa chute et notre économie va s'effondrer. Donc, aujourd'hui, les États-Unis se sentent en danger et c'est parce qu'ils sont en danger, comme le disait très bien Jacques Vergès, qu'ils deviendront de plus en plus dangereux. Gamal Tapé Goubera, effectivement, en termes de solutions, c'est vrai que j'ai une question qui me taraude les esprits depuis. Est-ce que ce n'est pas en fait une tentative de Troisième Guerre mondiale, parce qu'il avait annoncé par ailleurs commencer à provoquer là où il ne faut pas, s'attendre bien sûr à des représailles pour justement mettre le monde à feu et à sang. Nous avons vu le cas avec notamment Israël. Par la suite, Netanyahou qui a fait semblant de s'exiler quelque part. Il est revenu sans toutefois faire un communiqué. C'est un peu un bafouage total des droits humains et aussi du droit international. En termes de solutions, si jamais ce monsieur, comme il est,
venait donc à répondre, par exemple, à Pyongyang. Déjà, il n'a pas assez de missiles, ça nous le savons. Qu'en sera-t-il du reste du monde, l'Afrique dans tout ça? C'est la question adressée? Oui. Et Ok. l'Afrique dans tout ce désordre-là? Oui, bon, d'abord, il faut savoir, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire mon frère Gamal Abina. Il faut savoir que les États-Unis, en réalité, bon, je ne peux pas dire, même les soi-disant deux guerres, ils n'ont pas gagné. La guerre a commencé en 14, ils sont intervenus en 17 et c'est fini en 18. La deuxième, comme on la présente, elle a commencé en 39. D'ailleurs, dans mon deuxième ouvrage, quand je parle de Gaulle, pays d'Afrique, les dirigeants des États-Unis ont dit qu'ils ne participent pas à aucune de ces guerres-là, ça ne les intéresse pas. D'ailleurs, en 1942 déjà, ce qu'on appelle le traité de l'Atlantique était déjà signé. Enfin, pendant, on était en pleine guerre et le président Franklin Roosevelt avait déjà convié, comment on appelle, Churchill, en 42, c'était, je crois, le 14 1942 pour parler de l'après. Donc, je ne pense pas que la guerre était quelque chose qui les intéressait. Sauf que, comme c'est des gens qui font des calculs, et c'est avec les calculs qu'ils vont faire, donc ils pensent que si ça doit commencer, vous voyez qu'ils ont créé le désordre en Europe. En Europe, il y a un désordre maintenant qui est installé. Au départ, ils allaient, vous savez, c'est un peu comme les voleurs. Quand les voleurs décident d'aller dans une banque pour aller cambrioler, ils sont tous d'accord. Mais sauf que quand ils réussissent le coup, à un moment donné, il y a un qui va dire à l'autre, mais tu sais qu'on est 4. Or, si on est 2, le butin nous revient. Donc, il faut éliminer les 2. Mais or, dès qu'on élimine les deux qui sont restés, c'est chacun d'eux qui a échangé l'idée. L'autre se dit, mais si j'élimine mon voisin, qu'est-ce qui va se passer? Je serai le seul à avoir le butin. Donc, c'est ce qui s'est passé en réalité avec l'opération spéciale de la Russie, où vous avez vu cette convergence des pays occidentaux derrière les États-Unis. Sauf que quand Trump lui arrive, il se rend compte, c'est une réalité, que la partie qui était, parce qu'on oublie que le Donbass, ce qu'on appelle les gens comment on appelle les super puissants aux États-Unis, ces grandes familles-là, avaient la même mise sur comment on appelle, sur les partis riches de l'Ukraine. Et c'est ce qui faisait que, quand ça a commencé, ils ne voulaient pas que cette partie-là soit perdue. Il y a depuis 2014, c'était ça un peu le complot de Biden qui a commencé, et donc on a réussi à s'approprier ces ressources-là. Donc, quand on prend un pantin comme Zelensky, c'était pour venir avaliser ce qui avait été fait. Donc, quand Trump arrive, il se rend compte qu'en réalité, il ne peut plus jamais y avoir ça, sauf avoir une confrontation directe avec la Russie, ce qui est impossible, parce que la Russie, il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire, si vous prenez tous les pays du monde, même l'Afrique compris, aucun pays n'a l'armement, je dis bien tous les pays du monde, hein, je crois qu'on parle de 193 États, donc si vous prenez 192, tous les pays réunis, leur armement est inférieur à celui de la Russie. En termes d'armement, je ne parle pas en termes d'hommes, puisque c'est la Chine qui a le plus grand nombre, de soldats. Donc, il y a une réalité. Les États-Unis ne peuvent pas aller là-bas. En plus, économiquement, c'est difficile, parce que les gens ont fait plusieurs bêtises qu'il faut savoir. D'abord, la première des choses, comme l'a dit tout à l'heure Gamal, lorsqu'il y a eu ce qu'ils appellent la tombée du mur de Berlin, on a réutilisé l'idée, raciale, qui est que en Afrique, les Africains, on n'a pas besoin de eux. Ce dont on a besoin, c'est les ressources. Mais les travailleurs sont les Chinois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et les Chinois étaient malins. Donc, on a commencé, les Chinois leur ont dit, non, nous, on veut travailler pour vous, il n'y a pas de problème, mais seulement délocaliser vos industries. Donc, les gens ont délocalisé les industries. On l'a vu lorsqu'il y a eu ce fameux Covid. Même pour avoir des masques, on a été obligé d'attendre la Chine. Or, la Chine, elle a l'arme nucléaire. Donc, elle est puissante. Il y a du monde. Personne ne veut l'affronter. Alors que les Chinois, eux, ils ne provoquent pas. Ils sont là, ils rient, mais tu ne peux pas les affronter. Donc, économiquement, il y a un problème. Et les institutions qui ont été créées, parce que c'est l'élément dont on n'a pas encore parlé, les institutions de Bretton Woods. C'est ça aussi qui fait, je pense, qui a permis à ce que M. Trump lui-même sorte. Parce que c'était un peu par cette cachette-là. Lorsqu'il y a quelque chose qu'on veut récupérer, lors comment on appelle, de l'Arabie Saoudite, non, pardon, de l'Irak, du Venezuela, on passait par les institutions de Bretton Woods.
Or, il s'est avéré que les institutions de Bretton Woods ont des limites. Personne ne fait confiance à ces institutions-là maintenant. Donc, maintenant, ça veut dire que de force, ils sont obligés eux-mêmes de partir. Mais Trump, si d'aventure ça lui a passé dans la tête, son objectif, ce n'est pas de faire une guerre frontale. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'il y ait un désordre entre les Européens ici, déjà, parce que quand il finit, parce qu'un homme normal, enfin, je sais pas, qui ne cherche pas la provocation, après avoir capturé, enfin, kidnappé le président Maduro, il parle de Groenland. Vous voyez? Quelle est sa logique? Pour nous, on pense qu'il n'est pas coréen, mais il est coréen, il sait ce qu'il fait. Parce qu'il veut créer la zizanie déjà entre les Européens. Vous voyez? Et puis, de l'autre côté, au niveau de l'Afrique, il vient, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Rwanda et le Congo. Ces dirigeants, c'est laquelle là, qui ont fait ça. Et il va venir un moment, il va dire, bon, d'après lui, qu'il va vouloir peut-être sanctionner comment on appelle, Kagame. Vous allez voir les Congolais qui vont tomber dans le jeu. Ouais, donc, on crée la zizanie. Et puis, si d'aventure, il y a une guerre qui est déclenchée, les États-Unis qui sont loin, qui ont la possibilité de se protéger, ils vont dire, nous, on n'intervient pas. Et puis maintenant, on va voir vers la fin, s'il y a un soi-disant vainqueur, on fait, comme on appelle, ami à elle, lui, et puis on est vainqueur comme on l'a fait lors de la guerre de 14-18, 39-45. C'est comme ça les États-Unis procèdent. Gamel l'a dit tout à l'heure. Quand il s'agit de l'Irak, on a vu ici, qu'est-ce qui s'est passé? Prenez l'opération spéciale de la Russie, prenez ce qui s'est passé je vais même pas aller même encore, même si on vient en Libye. Les gens restent en l'air, puis ils bombardent, ils sans état d'armes, ils s'en foutent. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Mais le corps à corps, si les soldats, comme on appelle hébreux, font le corps à corps avec le Hezbollah, comme on dit chez nous, ils prennent des bêtes, ils prennent tapis. Si les Américains, ils disent qu'ils vont s'aventurer, par exemple, même au Venezuela actuellement, si on laisse la bombe atomique, corps à corps, ils vont prendre, comme on dit, ils vont prendre tapis. Ils peuvent pas. Pourquoi? Parce que d'abord, les gens sont chez eux. Je suis chez moi, c'est d'ailleurs pour ça que la loi protège en quelque sorte soi-disant le propriétaire de la maison, mais en réalité, il protège l'intrus. Parce que si vous rentrez chez moi, moi je sais le nombre de chambres que j'ai, je sais dans quelle chambre se trouve un couteau par exemple. Je vais fuir là-bas et toi tu vas penser me rattraper. Mais quand tu arrives, tu es en face de moi, moi je te liquide facilement. Donc, quand vous allez sur un territoire d'un pays, on l'a vu avec l'Afghanistan, on l'a vu avec l'Irak. Malgré tout l'armement dont disposaient les États-Unis, ils sont sortis là sur, comme on dit, comme des voleurs. Parce que, en termes de guerre, de confrontation directe, ils ne peuvent pas. Ce qu'ils peuvent faire, c'est d'être chez eux, et puis appuyer sur le bouton pour détruire tout le monde, comme ils l'ont fait avec même le Japon. C'est ce qu'ils ont fait en Nagasaki et Hiroshima. Ils étaient assis et puis ils ont fait des bombes. Quand vous êtes dans une telle situation, et ça c'est encore une bombe atomique, maintenant si on parle d'une bombe nucléaire, qui va mettre des éléments radioactifs pendant au moins 100 ans, au moins 100 ans. Ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle le nuage nucléaire. C'est-à-dire que vous avez une température qui va descendre pendant en dessus de 0 degré dans un pays où vous avez des gens qui vont perdre la peau. Vous voyez qu'on est dans une situation très dangereuse quand on s'amuse avec cette histoire de guerre. Si on veut détruire presque 99% de l'humanité, alors ces gens comme les Trump là sont les bienvenus. Mais je ne pense même pas que les Américains puissent accepter qu'ils le fassent, même les généraux, parce qu'ils savent le danger auquel ils seront confrontés. Je dis bien, si on s'amuse avec une arme nucléaire, ce n'est pas du jeu. Seulement la bombe atomique, regarde ce que ça fait au Japon. Et ici, c'est une arme nucléaire, parce que ça, les techniciens vous expliqueront. Je vous ai parlé de ce qu'on appelle un nuage. Ce nuage-là, pendant 100 ans, vous avez le changement du climat et autres, tout ça, etc. Ou même, pratiquement un certain nombre de, c'est-à-dire presque la faune. Vous avez au moins 90% de la faune qui va disparaître. Ça veut dire que d'autres vont venir qui seront contaminés. Et donc, ce qui veut dire qu'on sera, comme on appelle, en face d'une situation cancérigène. Ça veut dire, bon, donc, il vaut mieux alors consommer des OGM que de manger ces fruits-là. Ouais, donc, je ne pense pas qu'ils puissent arriver à ça. Mais, en fait, ils créent cet état d'esprit, ce qu'on appelle cette psychose, qui va permettre aux gens de se mettre dans une dynamique d'économie de guerre. Parce que quand vous êtes dans l'économie de guerre, vous ne réfléchissez plus. Quand vous levez le matin, comment on va faire pour bloquer ici? Vos chercheurs ne cherchent plus pour passer à l'épanouissement de vos populations. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est faire ça, il faut créer cette bombe, etc. Pendant ce temps, les États-Unis Trump pense que pendant ce temps, donc il a un temps très court, 4 ans, il pense pouvoir rattraper, comme on appelle,
la différence qui existe. C'est impossible. Parce que eux, ils ont mené, comme je dis, une force politique qui est que, bon, comme on a gagné, parce que c'était ça. Après 1990, vous demandez à n'importe quand vous lisez le livre de Brzezinski, je pense Abina le connaît très bien, il va en parler. Dans le livre de Brzezinski, quand Brzezinski s'explique, mais tu as l'impression que, bon, c'est comme un chef du village, c'est-à-dire un roi, qui dit, bon, ici, on place ici, là, on place ici. Je dis ça comme ça pour que les gens comprennent. Le grand échiquier, il faut prendre le temps de le lire. Donc, quand vous parlez de l'Afrique, ils n'ont même pas mentionné, je ne me souviens pas, peut-être, comment on appelle, la sœur Christelle ou bien Abina vont me dire, je ne me souviens même pas avoir lu une seule fois qu'on parlait de l'Afrique. Ouais, donc, pour nous, on n'était rien. C'est-à-dire, le monde était à leur disposition totalement. Donc, c'est là. Or, c'est l'erreur qui finit par ce proverbe africain. Vous savez, la grenouille a la possibilité de changer de température. Or, quand vous prenez la grenouille, vous la mettez, je m'excuse auprès des défenseurs des animaux, mais c'est une image, je ne vais jamais le faire. Vous mettez la grenouille dans une marmite, elle a compris qui c'est. Donc, si vous mettez une grenouille dans une marmite et vous la mettez au feu, au lieu que la grenouille sorte du feu, qu'est-ce qu'elle fait? Et comme l'eau augmente sa température, elle augmente aussi sa température, pensant que la température ne va jamais arriver jusqu'à ce qu'on atteigne une température de 100 degrés, et finalement, c'est la cuite. C'est ce qui se passe à l'Occident, qui est encore dans son esprit, oui, on a vaincu tout le monde, donc il n'y a rien qui peut arriver. C'est l'idée, c'est malheureusement l'idée, pour moi, qui fait que les États-Unis en particulier, et l'Occident en général, est dans cette idée-là, selon laquelle, quoi qu'il arrive, on va toujours gagner. Ceux-là, ils n'ont rien, etc., alors qu'ils se trompent. Même vos enfants, je finis par là, vos enfants, à un moment donné, vous allez les considérer comme des enfants. À un moment donné, vous allez dire, maman, papa, laissez-nous au moins nous épanouir. Il faut, alors que tu acceptes que tu as un certain âge, que les enfants ont pris un certain âge et qu'ils sont chez eux. Si tu n'acceptes pas cela, c'est normal que tu sois toujours en conflit, parce que si tu veux venir chez ton fils, lui dicter la loi que tu faisais chez toi, il va te dire, mais papa, si c'est comme ça, ou maman, si c'est comme ça, ne viens plus chez moi. Et c'est ça, malheureusement, pour l'Occident. Il faut qu'elle se remette en cause, qu'elle change son paradigme, qui est son paradigme impérialiste, hérité de l'Empire romain, pour que, effectivement, nous puissions aborder une nouvelle ère, une ère dans laquelle nous nous disons que nous sommes tous membres d'une humanité et que nous devons construire l'avenir ensemble. On a toutes les ressources. Je prends un continent comme l'Afrique qui peut réunir tout le monde. Ça veut dire tout le monde quitte l'Europe, l'Occident, l'Asie et on vient s'installer en Afrique et personne ne va mourir de faim si nous mettons notre énergie à la disposition de l'humanité. C'est ce que je crois. Merci beaucoup, professeur Tapis Koubera. Avec vous, Christelle Néant, j'ai envie de revenir un temps soit peu sur ces mots, des mots parfois qui galvanisent, mais au fond qui fâchent parce que l'on se rend compte que c'est du factice. Nous parlions encore il y a quelques années de cela, ou quelques mois, de partir de l'unipolarité à la c'est ça le mot, mais multipolarité. Voilà, multipolarité. Merci, Christelle. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que les États-Unis sont dans la sphère, dans la bulle de l'unipolarité. Alors, c'est soit Monsieur Trump, c'est même pas les États-Unis en général, c'est soit Monsieur Trump ou rien. Première question. Enfin, c'est ça. Oui. C'est ça, en fait, le gros problème, c'est que les États-Unis, enfin, et l'Occident, de manière générale, et c'est ce que disait l'intervenant qui était juste avant moi, ils se sont laissés un peu griser par cette période après l'effondrement de l'URSS, où, eh bien, effectivement, ils avaient dominé le game. Voilà, ils avaient dominé le jeu, on a vaincu tout le monde, c'est la fin de l'histoire, etc., etc. Et en fait, ça leur est monté à la tête comme une mauvaise drogue. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à redescendre. Ils n'arrivent pas à redescendre sur Terre. Ils n'arrivent effectivement pas à réaliser que c'est terminé, que le monde multipolaire est déjà en cours de construction. Et là, en fait, on est dans une phase qui d'ailleurs avait été très bien analysée par Vladimir Poutine lors de son discours de Valdai en 2025, au club de discussion de Valdai, où il expliquait que on passe par une phase extrêmement instable, extrêmement chaotique, parce que ce passage d'une unipolarité à la multipolarité implique un changement de structure de gouvernance mondiale tellement majeur que forcément ça ne peut pas se passer sans à-coup. Surtout quand en fait l'hégémon veut pas lâcher son hégémonie justement.
Et ça se comprend. Je veux dire, ils sont comme un drogué qui reveut sa dose de drogue et qui veut pas se sevrer. Ils veulent pas se sevrer. Ils veulent continuer à vivre comme ils vivent. Hein, ce que disait Gamal et d'autres, c'est quand on voit la quantité de pétrole qui est consommée par les États-Unis, au lieu de se dire, il faudrait peut-être quand même qu'on change notre façon de consommer et de concevoir, entre autres, par exemple, des voitures, parce qu'ils conçoivent des voitures qui consomment des quantités absolument phénoménales de litres d'essence au 100 km. Au lieu de se dire, faudrait peut-être qu'on revoie notre modèle, non, ils se disent, non, on va aller piller les ressources dont on a besoin pour que notre modèle continue de fonctionner. Et le problème, il y a un proverbe qui dit, c'est lorsque la bête se noie qu'elle fait les plus grosses vagues. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, le monstre américain est en train de se noyer, et il se débat de toutes ses forces pour essayer de garder la tête hors de l'eau. Et ce faisant, eh bien, il est en train d'envoyer littéralement des tsunamis un peu partout. Et donc, c'est ce qu'on voit avec cette attaque contre le Venezuela, les menaces contre le Groenland, les menaces contre l'Iran, contre la présidente du Mexique. Enfin, tout y passe. C'est vraiment, ça part dans tous les sens. Ça devient complètement désordonné, mais c'est parce que ils sont en fait dans l'incapacité de redescendre sur Terre par eux-mêmes. Et donc, malheureusement, le monde fait les frais de ce changement complet de politique mondiale, et même lorsque le monde sera multipolaire, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Vladimir Poutine, d'un côté il y aura plus d'incertitudes. Le monde unipolaire est un monde relativement rempli de certitudes, et là on va tomber sur un monde où justement la tradition diplomatique va revenir sur le grand devant de la scène, où va falloir de nouveau réellement discuter. Or ça, les États-Unis et l'Occident de manière générale n'en ont plus l'habitude. D'ailleurs, on le voit en France, Macron qui a complètement dissous le corps diplomatique, qui pourtant était une des grandes fiertés françaises. Et maintenant, donc, ces pays ne savent plus discuter, ils ne savent plus écouter l'interlocuteur et réellement essayer de chercher un compromis, une solution qui convienne à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir réapprendre. Pour l'instant, ils sont toujours en mode barbare. Je suis le numéro 1, je peux m'approprier tout ce que je veux. Ils sont pas encore redescendus sur Terre, ils n'ont toujours pas compris que, ben non, ce n'est plus le cas, et que cette époque-là, elle est révolue, tout simplement. Docteur Essoussé, une question pour la fin. Pensez-vous que la pression qui se prépare autour de Monsieur Donald Trump pourrait justement le forcer ou encore l'obliger à libérer Monsieur Nicolas Maduro? Non. Non. Monsieur Trump ne le fera pas. Monsieur Trump ne le fera pas simplement parce que Monsieur Trump est en train d'obéir à un plan, ou alors Monsieur Trump est en train de subir, n'est-ce pas, la politique impérialiste des États-Unis. Monsieur Trump est dans la logique même de la politique américaine, où c'est une question de survie ou de mort. Alors, ne le faisant pas, ne pouvant pas lâcher, parce que moi j'ai dit, tout ce que nous avons vu, même la montée, n'est-ce pas, de ces anciens chefs d'État états-uniens, des hommes politiques états-uniens contre l'acte de Monsieur Trump, pour moi j'appelle ça de l'habillage. C'est la théâtralisation de la scène géopolitique dans le monde. Parce que tous sont conscients de ce que les Américains, lorsque les intérêts sont menacés, ils procèdent à des actes. On a vu ça avec Saddam Hussein. On a vu le même cas Obama qui parle aujourd'hui. On a vu avec Monsieur Kadhafi. On a toujours vu ce qui se passe avec les États-Unis. Donc, les États-Unis sont des gens qui nous ont habitués à tordre le cou, à asphyxier le droit international. Les États-Unis sont ceux qui nous ont habitués à marcher, n'est-ce pas, sur les principes qu'ils appellent, les principes même qui fondent les États à travers, n'est-ce pas, les États-Unis, le principe de non-alignement, le respect, n'est-ce pas, de souveraineté et bien d'autres. Même ce qu'on appelle les droits de l'homme, les États-Unis nous ont habitués
à tordre le cou, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Alors, moi, je pense, et je suis de ceux qui le pensent, que M. Trump ne pourra pas revenir, n'est-ce pas, à ses positions. Et c'est ces positions à lui qui vont tendre l'atmosphère dans le monde. Ce qu'on évite, on risque de tomber dans cette troisième guerre qui, pour moi, a déjà commencé. Nous sommes dans la guerre hybride. Elle a déjà commencé. Il manque juste qu'on actionne les armes modernes. Merci à vous, tous les panélistes présents. Vous avez usé quand même de votre temps pour informer, éduquer et surtout penser solutions dans le cadre de cette production de Globus. Le programme, c'est bien sûr Regard sur le monde. Ne manquez pas les prochains rendez-vous tous les mercredis, une fois qu'il est 16h. Et ceci, c'est parti pour 2 heures d'information, 2 heures d'intellectualité, 2 heures d'analyse. Merci à Christelle Néon, merci à Gamal Abina, merci également au professeur Tapé Goubera, merci à vous, docteur Issoussé. À nous revoir très bientôt sur les programmes de Pan-African Media. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.